Hello à tous, nouvel épisode de podcast aujourd'hui avec Gauthier Onclin, le GOAT. Comment ça va Gauthier? Ça va, salut Max, super content d'être là. Bravo pour ton enchaînement de victoires, 15 matchs d'affilée, incroyable. T'as remporté 2 tournois de Challenger d'affilée, tu vas nous raconter, on va revenir là-dessus. Ce qui m'intéresse évidemment c'est la confiance qui se met en place à ce moment-là, essayer de rentrer un peu dans ta tête, de comprendre comment on enchaîne les victoires. C'est un sport qui est tellement compliqué et puis dans la tête c'est tellement volatile que j'ai envie d'essayer de voir si tu as réussi à mettre des trucs en place pour enchaîner malgré la fatigue et comment tu as géré tout ça. Là, tu as ton meilleur classement. Je viens de voir, tu es top 200, t'es 183 je crois de mémoire. Ouais, 183. C'est beau. T'es un joueur belge que j'ai déjà reçu rapidement à Melbourne. On avait déjà un peu parlé, donc si vous voulez un refresh, n'hésitez pas à aller voir cet épisode. On vous le met en lien dans la description. Et déjà, avant de parler de tes belles prouesses à Abidjan en Côte d'Ivoire, est-ce que tu peux nous redire qui t'es, d'où tu viens avec tes propres mots? Ouais, donc voilà, je m'appelle Gauthier, j'ai 25 ans maintenant. Et voilà, j'habite dans la province de Liège, donc c'est en Wallonie, en Belgique, là où on parle français. Et donc voilà, j'ai toujours joué au tennis et ça fait maintenant 3 ans que j'ai commencé à avoir le classement pour faire les grands chelems. C'était là où on s'était vu dans les qualifs, Okay. avec parfois juste dans les cuts, juste en dehors. Et donc voilà, ici c'est la première fois où je rentre vraiment dans le top 200 et où voilà, il y aura peut-être moins cette pression d'aller dans les grands chelems. On sait que c'est important pour les joueurs maintenant, Ouais. un peu à tous les niveaux. Donc voilà, c'est ça un peu mon parcours vite fait. Donc t'es de 2001, je vois que tu fais un 80, 1m80 pour 77 Ouais. kilos, droitier, revers à deux mains. Comment tu décrirais ton style de jeu? Moi, je pense que j'ai un jeu assez complet. Je suis pas le plus puissant, donc voilà, je j'ai pas le plus gros service, etc. Mais je pense déjà ma meilleure arme, c'est mon retour. Ok. Euh, Ça, c'est un truc chez moi qui a toujours bien marché. Et ça contrebalance un peu mon service qui, voilà, est pas catastrophique, mais c'est pas ma plus grosse arme. Et puis du fond, voilà, j'aime bien être près de ma ligne et jouer, voilà, prendre la balle tôt, etc. T'as Comme je toujours eu un disais, œil assez développé? ça a toujours été, ouais, un peu mon truc. Voilà, vu que je suis pas super grand, on sait maintenant que les mecs quand même sont de plus en plus grands, de plus en plus athlétiques. Bah, il faut essayer de contrer un peu ça avec ses propres moyens. Ouais. Et donc voilà, moi j'essaie de prendre la balle de plus en plus tôt. C'est aussi ce qu'on a commencé à travailler avec mon nouveau coach Germain Gigounon, qu'on connaît, qui a été avec David 3 ans et demi, David Goffin. Ouais. Et c'était un peu ça. Avant, j'avais mon jeu d'essayer d'être assez offensif, mais parfois je tentais un peu de trop loin, etc. Et donc, bah, de un, je faisais plus de fautes, et puis tu fais moins mal vu que l'autre a plus de temps. Et donc ici, je pense que c'est une des choses que j'ai un peu amélioré ces derniers temps, c'était d'essayer de me rapprocher encore un peu plus de ma ligne et de gagner du temps sur l'adversaire. Donc voilà, pour l'instant, ça a l'air de bien fonctionner. Tu commences à quel âge et comment tu commences le tennis? Bah, moi, j'ai commencé très tôt parce que vers ouais, 3-4 ans, j'ai un peu grandi là-dedans parce que j'ai deux grands frères qui sont beaucoup plus âgés que moi, dont un qui jouait bien, qui était à la fédération wallonne de tennis, qui est à l'âge de Steve Darcy, justement. Donc, je connais Steve depuis très longtemps. Et donc, bah voilà, quand lui avait 17-18 ans, moi, je venais de naître. Et donc, j'ai un peu grandi dans ce truc-là de suivre un peu tout ça et d'être dans les clubs, etc. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Attends, t'as 17-18 ans d'écart avec ton frère? Ouais, 17 et 15 avec mes deux frères. Ah ouais, ok, t'es la balle perdue. Ouais, Le GOAT, il est là, le GOAT. ouais. Et t'as tout de suite été assez doué, on va dire? Ouais, bon, de ce que je me rappelle, ça s'est quand même assez vite bien passé. Dans les catégories jeunes, j'étais toujours dans les meilleurs en Wallonie, puis en Belgique. Parce que voilà, d'abord, ici, tu commences d'abord dans ta région, et puis ça passe au niveau national. Mais ouais, voilà, j'étais pas dingue, mais ça s'est toujours bien passé. J'étais toujours dans les meilleurs, donc ouais. Et voilà, avec la fédération depuis le début, etc. Donc, ça s'est fait assez naturellement, je vais dire. Et chez les juniors, t'as été combien au meilleur? Mon meilleur classement, ça a été huitième. Propre, top 10. Ouais,
Après, j'avais bien joué en double. On sait qu'en junior, ça compte aussi. Les points sont comptés. J'avais eu de bons résultats en double, donc voilà, ça aide. Tu jouais Mais avec qui en double? j'ai gagné l'Orange Bowl et j'ai fait demi à Roland avec Sergei Fomin, un mec, un Ouzbek. Il est Euh, toujours là ou disparu? Bah, il avait un peu disparu, mais là, j'ai vu qu'il avait gagné un challenger justement au Kazakhstan la semaine passée. Ok. Donc voilà, mais c'était une association un peu comme ça. Et puis finalement, ça a bien matché et on a fait des bons résultats. Et donc, ouais, j'ai été huitième. Aussi en simple, j'avais gagné le gradin de Roehampton juste avant Wimbledon. Ouais. Donc, ça, c'était un peu mes meilleurs résultats qui ont fait que, voilà, j'ai été dans le top 10. Et c'est vrai que sur le moment, pour moi, voilà, ça représentait pas grand-chose. Mais quand tu regardes quand même maintenant, je trouve que ça a un peu plus de valeur et que c'est quand même quelque chose d'important. Donc ouais, c'était chouette de faire une année comme ça. À l'époque, t'es 10e mondial junior et tu t'enflammes pas des masses. Pour toi, ça veut pas dire grand-chose, quoi. Non, à ce moment-là, bah voilà, j'étais content, j'avais des bons résultats, mais je me suis jamais dit, peut-être parce que voilà, en Belgique, on a aussi eu beaucoup de bons joueurs jeunes et, euh, et voilà, on sait que quand tu es bon junior, ça veut pas non plus dire toujours, c'est pas une assurance d'être professionnel ou d'aller dans les grands chelems, etc. Donc j'ai toujours été assez prudent avec ça. Et donc, c'est plus maintenant quand je vois parfois des jeunes qui sont dans le top 10 dont on parle beaucoup, etc., où on dit ils sont dans le top 10 que je me dis, bah ouais, j'y étais aussi, et c'est vrai que c'était quand même pas mal. Donc, à l'époque, j'avais même pas de sponsor de vêtements, des trucs comme ça, je m'étais pas rendu compte de ce truc-là. Hmm. Mais c'est un peu avec le temps que voilà, ça signifie un peu plus pour moi maintenant. C'était qui les gigastars pour toi quand t'étais petit? Bah, pour moi, c'était Nadal. Ouais. Nadal, Federer, j'aimais bien. Ouais. Et puis, bon, j'avais déjà 12, 13, 15 ans, mais David, quand même, c'était le moment où il était monstrueux. 2015, 2016, 2017, la finale au Masters, les Coupes Davis, avec 2015, 2017, les deux finales en Belgique avec Steve. Steve, c'était un peu une idole à tes yeux ou moins? Ouais, ouais, Steve, en plus, il était liégeois, il habitait en Belgique, il habitait à Liège, etc. Je le connaissais, comme j'ai dit, depuis toujours. C'était voilà, le mec un peu naturel avec qui on pouvait s'entraîner, même nous, quand on était jeunes. Il acceptait de jouer avec nous. Et ouais, c'était quelqu'un vraiment à qui on pouvait un peu s'identifier, je vais dire. Et donc ouais, c'était magnifique. Puis avec ses blessures, etc., il avait une histoire un peu spéciale. Donc, il a recommencé dans les 10 000 dollars à l'époque, tout près ici dans la province, etc. Donc, ouais, c'était un peu un exemple pour nous. Et donc, voilà. Et puis, quand en 2020, il a arrêté sa carrière, qu'il est arrivé coach à la fédération, pour nous, bah, c'était quelque chose un peu dingue. Donc, ouais. Xavier Malice, il la sortait grave aussi. Ouais, Xavier Malice, voilà, il y avait les frères Rocus aussi. Et oui, Euh, donc, ouais, on a eu quand même pas mal de gens qui sortaient bien la balle ici en Belgique. vous avez combien d'écart avec Raph Collignon? Raph, il est un an plus jeune que moi. Voilà, chez les jeunes, ça fait quand même une grosse différence. Donc, on faisait pas vraiment les mêmes compètes, etc. Ouais. Mais on vient quasi de la même école de tennis depuis toujours. Donc, on se connaît depuis qu'on a ouais, 7-8 ans, je vais dire. Et Zizou Bergs? Zizou, il est flamand. Donc, voilà, il y a quand même des grosses différences chez les jeunes. On a deux fédérations complètement différentes, quoi. Ouais. Donc, c'est comme si c'était deux pays différents quasi Ah au ouais. niveau des fédérations. Donc, il y a assez peu d'échanges au niveau des entraînements, etc. En tout cas, chez les jeunes. Ça va, c'est de mieux en mieux, mais ça reste quand même séparé. Donc, ouais, c'était plus Raph, Arnaud Bovy aussi, un mec qui avait un an plus que nous. On était ouais, tous les Wallons ensemble. Et puis nous, on a un centre, je crois qu'en France, c'est comme Poitiers, un Ouais. peu jusque 18 ans, Ouais. où tu vas de 12 à 18 et où tu dors là-bas sur place toute la semaine, etc. Et donc, on était un peu tous ensemble, de 12 à 18. Et donc, ouais, on a vécu des bons moments et ça a rapproché. Et donc, voilà, peu importe un peu maintenant ce qu'on est devenu, on est resté amis et c'est cool. Et en particulier avec Raph, parce que voilà, on continue à s'entraîner à la Fédé. Donc, T'es sélectionné à chaque fois en Coupe Davis? non, moi j'ai fait simplement une fois, là, j'ai été sélectionné. J'avais pas joué. Ouais. J'ai été sélectionné en 2024, bah, juste après l'Australie où on s'était vu, si je me trompe pas. C'est quelque chose, bah, évidemment, qui donne envie. Euh, Mais comme vous donc, n'êtes pas 50 Belges, ils prennent qui si t'y es bah, pas?
ce qu'il y a, c'est qu'on a deux joueurs de double qui sont très bons, qui ont fait finale à Roland. Vliegen et... Ouais, Vliegen et Gilet. Ok, Donc, ça fait déjà deux places. Et puis, tu as quand même eu David et Zizou. David, tout un moment, jusque maintenant. Zizou, il y a Raph, il y a Alexander Blocks maintenant qui est 35. ouais, Donc, et puis, il y a encore dans les 200, plus ou moins, comme moi, il y avait Kimmer Kopejans aussi qui a été top 100 à un moment. exact. Yoris Delors. Donc, ouais, c'est quand même assez dense Ouais. entre 150 et 300. Donc, ça s'est mis qu'une fois, mais voilà, j'espère. Voilà, c'est quelque chose qui serait incroyable de rejouer en Coupe Davis pour mon pays. Enfin, de jouer. Déjà, d'être sélectionné, ça avait été magnifique, mais de jouer, même si bon, on sait que le format a un peu changé, Hmm. ce serait quand même quelque chose de fou. Et donc voilà, c'est pour ça aussi que je m'entraîne tous les jours. Tu disais au départ 25 ans, t'as 25 ans ressenti 25 ans ou plus? Parce qu'avec l'enchaînement, c'est quand même un sport de mutant, quoi. Ouais, voilà, je me sens bien. Donc voilà, je me sens encore bien, mais et très très motivé. Ouais, Maintenant, moi j'ai plus le truc que je ressens plus, c'est que ça fait déjà quand même 7 ans que je suis passé professionnel et que voilà, même si je suis déjà très content de ce que j'ai fait, etc., je veux plus. Et que voilà, par exemple, cette année, bah, quand je suis redescendu au-delà de la 300e place mondiale, etc., bah, ça me mettait quand même une petite pression en me disant, voilà, j'ai 25 ans, je voulais plus et je suis un peu dans le sens contraire de mon évolution. J'avais pas vraiment réussi à. J'avais été une fois 194 une année, mais j'avais vraiment pas jamais vraiment réussi à passer ce cap-là. J'avais fait qu'une finale en Challenger et donc j'avais un peu je me mettais un peu cette pression de dire voilà, maintenant il faut passer ce cap, il est important de franchir ça, de rester dans les grands chelems pour pouvoir aussi investir dans mon coach, etc. hmm. Et donc, voilà, c'était plus par rapport à ça que je me disais, j'ai quand même déjà 25 ans, pas par rapport à comment je me sens, mais par rapport au fait que je voulais plus et que voilà, une carrière, ça dure pas éternellement. Les meilleurs maintenant arrivent de plus en plus tard. Avant, ça t'arrivait plus jeune. Et donc, j'espère que je suis sur la bonne voie et que j'ai pris en maturité aussi et que ça va m'aider à continuer comme ça. Et des jeunes jusqu'à pro, t'as jamais trop stagné, on va dire? Enfin, c'est quoi le moment où t'as senti les premiers gros paliers? Bah, déjà, ce qu'il y a eu, c'est que donc en 2019, c'était ma dernière année junior où j'ai bien joué. J'ai fait déjà eu mon premier titre en futur, etc. Ouais. Je trouvais que j'étais quand même bien parti, etc. Et puis, bon, ma première année professionnelle, il y a eu le Covid en 2020. Et ça, je pense que ça m'a quand même un peu coupé dans mon élan, même si c'est facile à dire maintenant. Mais bon, c'était quand même 3 mois à la maison, on pouvait quasi pas s'entraîner. Donc, la reprise a été dure, les résultats étaient pas dingues, etc. Et donc, je pense que, ouais, l'année 2020, même 2021, 2022, ça a été 3 ans où j'ai plus ou moins quand même stagné. Mon classement est toujours un peu monté, mais il n'y a pas de grande évolution. Et donc, c'est que depuis 2023 que là, je suis vraiment rentré dans les grands chelems. J'ai fait une finale en Tchal, etc. Et où j'ai senti vraiment qu'au classement et dans mon jeu, j'avais bien évolué. Mais j'ai eu 2, 3 ans, voilà, même s'il y avait des bons résultats assez moyens. Il faut se donner le temps, etc. Mais j'avais le sentiment quand même que j'aurais pu aller plus vite et plus loin, quoi, à ce Et, moment-là. et concrètement, est-ce que tu bosses comme un monstre? À quel point tu bosses? Moi, ce qui me ferait marrer de savoir, c'est sans bosser, tu penses que tu serais combien? Et en bossant comme un monstre, Mhm. ou en bossant intelligemment, enfin, je sais pas ce qu'on met derrière monstre, jusqu'à combien tu peux monter? Parce que ça se passe tellement dans la tête, les petits déclics, les trucs qui s'alignent, les prises de conscience, se dire ah ouais, Mhm. en fait je peux, et du coup le reproduire. Tu dirais que ton talent peut t'emmener où, et derrière la masse de travail peut t'emmener où? Je pense que le talent, si t'es pas vraiment un génie comme certains, tu vas pas spécialement très loin. Honnêtement, je pense que tu peux avoir du talent, une bonne main, etc. Si tu prends pas soin de ton corps, Tu tu serais quoi, t'entraînes pas. 1000? Ouais, ouais, peut-être un peu mieux quand même, mais maintenant c'est tellement compétitif, etc. Tu vois même des wildcards dans Challenger, ils gagnent tout le temps des tours, des jeunes qui sont 800 900 qui gagnent des tours en Challenger. T'es un peu moins bien, tu perds direct, même les bons, même ceux qui ont été dans le top 100, qui sont blessés, qui repartent en Challenger, ils ont pas si facile que ça. Donc, je pense vraiment que si tu bosses pas, tu serais vraiment limité. Maintenant,
l'autre question, c'est toujours la question un peu de voir si tu bosses bien, mais qu'est-ce que ça veut dire bien bosser? Comme tu disais, il faut le faire intelligemment. Tu peux pas passer 8 9 heures sur le terrain. Peut-être que ça va être plus un effet négatif Hmm. sur ton jeu ou sur ton corps. Donc, voilà, je pense quand même que j'ai une limite. Je sais pas encore où elle est. Je sais que je peux aller plus haut que ça. Maintenant, voir où je peux aller, c'est compliqué à dire. À mon avis, voilà, je serai peut-être jamais top 10 dans ma vie. Il faut être réaliste. Mais voilà, c'est dur de dire. Et je pense qu'avec les années, j'ai appris à bosser peut-être pas plus dur, mais plus intelligemment. C'est aussi la chance d'avoir eu Steve à mes côtés qui sait ce que c'est, qui sait quand il faut vraiment plus appuyer ou pas. Maintenant, j'ai Germain qui a aussi cette intelligence-là et voilà, cette expérience. Donc voilà, c'est une question un peu compliquée à répondre, Hmm. mais en tout cas, je sens que je peux faire mieux et qu'il y a encore de la marche. Maintenant, voilà, dire si elle est petite ou grande, c'est compliqué. Un Steve, tu dirais qu'il t'a transmis quoi en priorité? Steve, bah déjà en dehors du terrain, quand même des valeurs, parce que c'est quelqu'un qui a vraiment qui est une personne qui est vraiment gentille et qui voilà, respectueux, etc., malgré tout ce qu'il a fait. Donc ça, c'est important. Et puis sinon, c'est vraiment la rigueur sur les bases, je dirais. Comme dans son jeu, c'était quelqu'un qui n'était pas non plus très puissant comme moi, etc. Et qui a vraiment ce truc d'être hyper solide, de vouloir être hyper solide, de vouloir être intransigeant sur voilà, la base, le jeu de jambes, l'entraînement, frapper des balles, etc. Tout ça, un peu la rigueur dans la base. Et après, on pouvait voir par rapport à tout ce qui était, mais vraiment la tactique de base, savoir ce qu'il fallait faire, etc. Et je pense qu'on voit ça aussi dans le jeu de draft maintenant, vu qu'il travaille vraiment à deux maintenant. Hmm. Et moi, on peut le voir aussi, c'est vraiment essayer d'être hyper rigoureux sur la base, la qualité de balle, le jeu de jambes, etc. Et voilà, c'est pas faire des folies, pas voilà trop tenter des choses. C'était vraiment être hyper rigoureux. Et je trouve que c'était super bien pour nous, pour qui commencions à ce moment-là les pros. Et voilà, il nous a emmenés tous les deux en Grand Chelem, donc ça a été quand même une réussite. Et Germain, c'est un ancien joueur? Ouais, Germain Gigounon, donc il était 185 et puis il a eu quelques filles et puis il a eu David. Puis il a s'occupé un peu de Grégoire Barrère et Dan Evans l'année passée on partageait à deux un peu et cette année voilà il est tout le temps avec moi. Donc c'est un gros changement aussi pour moi parce que j'ai toujours été à la fédération et cette année bah voilà c'est toujours en collaboration avec la fédé mais le Germain est vraiment en privé avec moi. Ouais. Donc ça, c'est du privé. Et voilà, pour moi, c'était différent. Mais comme je disais, par rapport à l'âge, etc., je sentais qu'il était temps vraiment de faire un truc un peu personnalisé, privé, me prendre en main et me responsabiliser. Voilà, la Fédé, c'est génial. Mais voilà, ça reste une Fédé, c'est un truc un peu commun, etc. Hmm. Et donc, quand eux m'ont dit que ce serait pas possible d'avoir un coach personnel, bah, j'ai pris cette décision-là et voilà, je la regrette pas pour le moment, mais c'est sûr que c'est nouveau quand depuis que j'ai 12 ans, tu es un peu encadré dans un cocon à la Fédé et que tu dois voler un peu de tes propres ailes maintenant, prendre tes décisions, faire un choix. Aussi financièrement, bah voilà, c'est un risque quand même quand tu n'es pas sûr d'aller en Grand Chelem. Voilà, c'était un risque à prendre et je pense que ça m'a fait du bien aussi. C'était pas mal de pression, c'est pas mal de pression, mais ça me fait du bien et ça t'aide à te prendre en main, évidemment. Une fois, j'avais croisé Arthur Cazot à la réception de l'hôtel, je sais plus où. Et en fait, je l'avais vu avec sa CB sa carte bancaire, en train de régler les frais de toute la team, quoi. Ouais. Et c'est là où j'ai vraiment pris conscience. Je me suis dit, le mec fait ça toutes les semaines, fois deux, trois chambres. Et là, je vois que l'hôtel. Je vois pas le resto, je vois pas les avions, je vois pas tous les frais annexes. Est-ce que ça te fout particulièrement la pression de devoir faire chauffer la CB toutes les semaines comme ça? Enfin, comment tu le vis? Ouais, je pense que pendant un petit temps, ça l'a fait quand même. Surtout que c'était assez nouveau pour moi. Comme je disais, la Fédé, ils aidaient vraiment beaucoup. Donc, une fois que j'ai dû le faire un peu moi-même, c'était quand même une grosse pression. Surtout bah, que, comme je disais, j'étais pas sûr de faire les grands chelems, mais on sait que c'est là où il y a le plus d'argent, de prize money, etc. Donc, c'était quand même pas facile. J'ai aussi eu une période de 5 mois ici
jusqu'en février où j'ai pas gagné un match. J'ai eu 10 premiers tours d'affilée. Ah, dur. Une fois qu'on a décidé de partir en privé, donc je sais pas si c'était lié ou pas, mais j'ai peut-être eu du mal un peu à assumer ma décision. Et donc là, ouais, ça m'a quand même foutu un petit coup de pression de redescendre comme ça. Et 5 mois sans victoire, c'est quand même long. Donc sans être blessé ni rien. Maintenant, voilà. Et je pense que les gens, ils se rendent pas compte non plus. Bon, moi, j'ai pas d'argent pour le moment, de toute l'énergie, la logistique, etc. que ça demande. Bon, là, tu dois payer tes hôtels, tu dois prendre des avions toutes les semaines, réserver des hôtels, comme je disais, planifier les entraînements, qui va venir avec toi parce que le coach, il n'est pas toujours là, etc. Donc, c'est quand même vraiment beaucoup d'organisation aussi et de planification, de logistique, de réservation. Et tout ça, c'est quand même important. Et quand tu n'as pas le luxe d'avoir une grosse équipe avec toi ou quoi, c'est vrai que c'est quand même toujours quelque chose qui est dans ta tête, qui prend l'énergie et c'est aussi une pression un peu de temps, de tout ça. Donc, c'est pas facile à gérer, c'est vrai. Et ça, j'avoue que j'ai eu peut-être un peu de difficulté quand j'ai dû me débrouiller un peu plus seul de le faire. Et voilà, mais ça fait partie du jeu et c'est un peu la vie de joueur de tennis, d'être souvent parti, d'être toujours un peu dans l'adaptation. Parfois, quand t'es mené un set double break, tu penses au vol que tu vas devoir booker après ou... Ouais, ouais, j'ai déjà fait, où tu sais qu'il y a un vol à un moment le soir, etc. Tu te dis, bah voilà, j'hésitais en deux vols, j'avais vu qu'il y avait ce vol-là. C'est vrai que pas toujours, mais ça rentre dans ta tête. Tu dois tellement gérer beaucoup de choses que ouais, il y a évidemment que parfois tu y penses. Tu regardes Surtout tout le temps? Tu regardes tout le temps les vols avant tes matchs? Non, non, j'essaye pas. Mais ça dépend un peu des sortes de voyage. Voilà, si c'est loin, que tu avais pris le retour, etc., tout ça est différent. Mais j'essaye de pas regarder parce que voilà, c'est des infos qui sont pas. De toute façon, tu trouves toujours plus ou moins ce qu'il faut. Mais c'est vrai que si tu as un autre tournoi, tu es en fin de semaine, tu as un autre tournoi, tu sais que ça va être compliqué d'y aller, etc. Ça c'est quand même toujours un peu dans ta tête. Et en particulier, quand les choses vont moins bien, que tu es dans une période difficile, tu as l'impression que tout va un peu plus contre toi et que voilà, c'est encore plus dur de se battre, etc. Et donc ouais, parfois, dans les périodes plus difficiles, c'est pas facile à gérer, je vais dire. Et quand t'as pas trop le choix, tu dois prendre en last minute et tout, que le vol il est à 3000 balles, tu le Ouais. prends, enfin, t'as pas le choix, t'y vas quoi. Non, bah, je regarde quand même. Voilà, après, souvent, ce que j'aime bien faire, c'est ne pas trop regarder à ça pour aller au tournoi. Parce que c'est important. Par exemple, ici, je vais à Istanbul, j'essaie d'aller 2, 3 jours avant parce que c'est important de se mettre dans les plus grosses conditions, dans les meilleures conditions pour y être. Maintenant, sur le retour, bah voilà, si parfois c'est vraiment beaucoup moins cher j'habite près des frontières ici avec l'Allemagne ou la Hollande, bah si c'est plus facile d'arriver dans un autre pays, bah je vais le faire parce que je sais qu'après j'ai une semaine pour récupérer, etc. Hmm. Mais, euh, mais donc, j'essaye toujours d'être dans les meilleures conditions pour faire un tournoi, pour aller dans un tournoi, de pas regarder à ça, même au niveau des hôtels, etc. Si c'est un peu plus cher, je regarde pas. Mais si je sais que voilà, pendant un petit temps, j'ai pas de tournoi ou que j'ai pas de match tout de suite, bah là, je fais un peu plus attention. Mais je pense toujours que un investissement bien réfléchi vaut toujours le coup. Si, comme je disais, un coach ou un voyage qui est un peu mieux, voilà, une meilleure compagnie ou une meilleure classe ou un truc comme ça, si c'est justifié et que ça reste dans le budget que tu avais un peu prévu, je trouve toujours que tu peux le récupérer dans une victoire qui peut te ramener plus d'argent, Hmm. dans tout ça. Donc, voilà, je fonctionne un peu comme ça. Et Germain, tu l'as charrié un peu du fait de le dépasser au classement? Ouais, ouais, ça a été une discussion parce que j'avais déjà perdu, depuis qu'on travaille ensemble, j'avais déjà perdu 2 fois un match pour le dépasser. Avant la finale, il m'avait dit, voilà, il y a un peu plus d'enjeux que tu penses. Voilà, il y a quand même la place là à aller chercher. Et donc, cette fois-ci, j'ai réussi à le faire. Donc, voilà, je peux, Bien je joué. peux arrêter, je peux finir ma carrière tranquille maintenant. Et il a Euh, été 3 ans avec Goffin. C'est quoi ouais. son approche à lui en termes de coaching? À quel point c'est différent de Steve, par exemple? Je pense que Germain, il a une approche globale. Aussi, tout ce qui est en dehors du terrain, ils mettent beaucoup voilà, un peu dans la vie de tous les jours, l'approche des compétitions.
On a un peu le même caractère sur le terrain. Voilà, moi j'avais tendance à souvent un peu avoir des doutes, à paniquer à certains moments, à mettre la pression. Et, euh, et donc, comme je disais, il y a sur le terrain des choses spécifiques, mais il y a aussi en dehors toute l'approche de la compétition. Essayer de prendre les choses un peu plus comme elles arrivent, pas faire des plans, pas anticiper que ça va bien ou mal se passer. Essayer que tout soit un peu moins dur à vivre et un peu plus, voilà, que les choses soient plus naturelles. Et ça, je pense que c'est pas facile pour quelqu'un comme moi qui réfléchit, qui essaie de réfléchir beaucoup, qui pense à pas mal de choses, parfois positivement ou négativement, malheureusement. Et donc ça, je pense, c'est un gros travail qu'on a fait, qui se met en place, j'ai l'impression. Et sur le terrain, comme je disais, voilà, essayer de se rapprocher de ma ligne, pour moins forcer, être vraiment beaucoup plus dans le mouvement, améliorer mon jeu de jambes pour essayer d'être mieux mis, d'être plus dans le timing et donc faire moins de fautes, être moins dans l'adaptation. Donc ça, c'est je pense, les 2 points, en dehors et un sur le terrain, où vraiment on a mis l'accent. Et puis pour que tactiquement aussi, les choses soient plus claires et que je puisse me retrouver dans des positions qui me conviennent mieux, où je peux utiliser mes points forts. Et donc voilà, et comme j'ai dit, il y a eu 5 mois un peu compliqués. Je pense qu'il fallait un peu digérer tous les changements et cette nouvelle organisation. Et puis depuis 2 mois et demi, ça a vraiment payé et je suis dans le bon, j'ai la pression. Donc voilà, maintenant dans ma personnalité, je veux toujours plus. Je suis quelqu'un qui est souvent un peu insatisfait, je vais dire. Et donc voilà, moi c'est juste de la motivation en plus pour la suite. Et c'est pas une finalité en soi, quoi, évidemment. Comment concrètement ça se matérialise le fait qu'il te relâche un peu en tournoi? Comment il fait? Est-ce que vous communiquez au petit-déj, au déj, pendant tous les repas? Est-ce que c'est plus sur le terrain? C'est quoi sa manière à lui, pareil, de préparer peut-être le plan de jeu sur le prochain match? C'est quoi vos routines là-dessus? Je pense que ça, c'est plus lui qui doit trouver un équilibre entre ce qu'il peut me dire, ce qu'il peut pas me dire. Je pense qu'il essaye souvent de justement pas trop parler de tout ça pour essayer voilà, évidemment, quand vraiment tu es stressé, par exemple, etc., il faut en parler. Mais d'essayer que tout soit le plus naturel, essayer parfois, quitte à ne pas parler de choses qui pourraient être dans ma tête, etc. Ok. Et puis, essayer de simplifier un maximum et écourter un maximum tous les doutes que je pourrais avoir. Et donc, moi, j'essaie d'anticiper un peu, de lui dire, voilà, là, je sens que je suis un peu moins bien, que je suis un peu plus stressé, etc. Et lui, quand j'en parle ou quand il trouve que c'est le moment d'en parler, il va me dire, voilà, il va essayer de relativiser, il va m'aider à prendre le match par le bon bout. Et voilà, je pense vraiment essayer de relativiser, ça, c'est le bon mot. Peut-être qu'avant, je me mettais trop de pression et relativiser tout ça et dire, voilà, si c'est pas cette fois-ci, ce sera la prochaine. Et quelque chose qui est important pour moi, j'avais vu une fois une interview de Léon Marchand où il avait dit, voilà, parfois je vais en course et je me dis, mais qu'est-ce qui va se passer si je gagne pas? En fait, rien du tout. Hmm. Et, euh, et c'est un peu ça que j'essaie pour quelqu'un qui est parfois un peu stressé comme moi, de penser à ça, de se dire, voilà, il n'y aura pas mort d'homme si je perds ce match. En soi, j'irai quand même au tournoi la semaine prochaine et puis si c'est pas la semaine prochaine, ce sera la suivante. Mais bon, c'est plus facile à dire qu'à faire et voilà. Et donc, c'est comme ça qu'on essaie d'approcher un peu plus les choses, essayer de moins se prendre la tête, de faire le job un maximum, de savoir qu'on a fait le maximum et de ne pas avoir de regrets, quoi. Se concentrer sur mon jeu, sur mes objectifs de jeu, d'attitude, etc. Et puis, si l'autre est plus fort, voilà, parfois lui. Et dans ce monde de pression, de tension, de stress, d'objectifs, où est-ce que Mhm. tu prends ton kiff? Ben, moi, j'aime bien cette approche de plus en plus de se préparer, d'essayer de profiter un maximum voilà, de la vie qu'on a, de profiter d'où on va, dans quel pays on va, voilà, dans les villes qu'on voit, etc., les gens qu'on rencontre. Et donc, voilà, c'est pas toujours facile parce que le prochain match est jamais loin en soi. Surtout quand tu es à l'étranger, tu sais que tu es là quand même pour la compète. Mais je pense que l'important, c'est d'essayer de prendre du plaisir à s'adapter aux conditions, aux nouvelles. Chaque semaine, c'est des nouvelles conditions, etc. Et c'est un peu comme un challenge, etc. Donc, essayer
de profiter un peu de tous ces challenges chaque semaine, chaque jour, d'avoir des objectifs, etc. Et c'est comme ça que moi, je profite de ça. Et puis, d'avoir quand même pas mal d'autres centres d'intérêt, je pense que c'est très important. Il y a plein de choses qui m'intéressent, etc. Donc, je suis pas quelqu'un qui va regarder du tennis spécialement, etc. J'aime bien penser à autre chose. Euh, C'est quoi tes plaisirs à côté? Bah moi j'aime bien tout ce qui est politique. J'aime bien d'autres sports. J'adore le cyclisme comme beaucoup de gens en Belgique. Le foot, etc. Tu Et roules, toi? donc euh, pff, quand j'ai le temps, ouais, j'ai été ce matin là justement, vu que j'avais un peu de temps. Mais voilà, je suis un peu trop lourd pour être un bon cycliste. Mais Ouais. j'ai pas le profil. Mais ouais, je pense que c'est important aussi d'avoir pas mal de choses à côté voilà, se libérer l'esprit et voilà. On a aussi en Belgique pas mal de gens marrants avec qui, voilà, Steve, Germain, même Raph, très marrant. Et, euh, et donc, quand on part, ben, on rigole toujours de plein de trucs, etc. On n'est pas trop à se prendre la tête par rapport à ça. Et c'est important, je pense, parce que ceux qui sont toujours un peu fermés, un peu toujours dans ce truc-là, qui ont du mal, bah, à un moment, je pense que tu le payes aussi voilà, d'être toujours sous pression, etc. Une carrière, c'est long, donc voilà, il faut essayer de profiter un maximum. Et sur le court, où est-ce que tu prends le plus ton pied? En match ou à l'entraînement? Ça dépend des fois. J'adore m'entraîner. Donc, ça me dérange pas, par exemple, d'être en tournoi, si je perds au premier tour, de passer une semaine à l'étranger à m'entraîner, etc. Comme je disais, préparer un peu le prochain tournoi, tout ça, et essayer d'améliorer ce qui n'a pas été, si j'ai perdu au premier tour. Euh, donc, ça, j'aime bien. Maintenant, c'est sûr que la pression du match, etc., l'adrénaline du match, c'est quelque chose que t'as difficilement en dehors du terrain pendant les matchs. Donc ça, c'est quelque chose quand même que beaucoup de joueurs, voilà, on est un peu addict à ça, je vais dire. Hmm. Donc voilà, non, dès que je suis sur un terrain, honnêtement, je me sens bien. Après, c'est plus tout ce qui est parfois le travail physique, etc. Parce que je pense qu'on se rend pas toujours compte du nombre d'heures que les joueurs passent en salle, etc. C'est quasi du 50-50 maintenant. Donc, surtout quand je suis en Belgique. Donc, voilà, ça, c'est le truc un peu moins marrant, je vais dire. Parce que voilà, quand on est petit, tu rêves de jouer au tennis et voilà, pas toujours de passer 2-3 heures à la salle par jour. Mais ça fait partie du job et je pense que maintenant, c'est tellement important. Le tennis est devenu tellement physique, etc., que voilà, c'est primordial de bosser aussi en salle. Là, tu te fais une semaine d'entraînement post-Abidjan pour préparer la terre et tu repars dès la semaine prochaine ou 2 semaines Non, d'entraînement? on a 15 jours. Habituellement, dès qu'on change de surface, on prend 15 jours. Ok. Parce que voilà, c'est quand même pas les mêmes appuis, les glissades ici sur terre, par exemple, c'est quand même assez traumatisant. Mais attends, mais fin de semaine pro, c'est qualif de Roland déjà? Ouais, mais moi, malheureusement, je suis pas, je suis 245 dans le cut de Roland. Ah oui, Donc, juste derrière. donc je suis juste, cette année, ça va être un peu plus bas, mais à mon avis, ce sera trop juste quand même. C'est pour Wim, quoi. Et donc, pour Wim, ce sera bon. Mais ce qu'il y a, en fait, c'est que maintenant, le cut de Roland, c'était après mon premier titre à Abidjan. Donc, normalement, j'étais bon. Mais maintenant, vu que les Master 1000, c'est sur 15 jours, il n'y a pas de classement le lundi enfin, pendant le tournoi. Ouais. Et donc, bah, le classement n'a pas été réactualisé avec mes nouveaux points. Donc, ouais, à une semaine près, mais je le savais. Je le savais en allant à Abidjan que ça compterait pas. Mais c'est vrai que c'est un peu frustrant. Maintenant, bon, voilà, avec les résultats que j'ai eus, bah, voilà, ça aide quand même à accepter le truc et ça me permet de faire un chall cette semaine-là et de repartir un peu plus sereinement pour la suite. Donc, c'est un mal pour un bien aussi. Et du coup, en prépa comme ça sur terre, bon là c'est peut-être une semaine entre entraînement et récup, mais tu disais 50-50 de terrain et de salle. Mhm. C'est quoi ta journée un peu type d'entraînement? Souvent, on commence vers 9h, 9h30. Parce qu'on ne s'entraîne pas à la fédé, on s'entraîne dans un club. Donc, il n'y a pas de salle vraiment sur place. Donc, souvent, on commence par du tennis le matin, 2h, 2h30, avec un peu de mobilité avant. Donc, ça fait plus ou moins, disons, 9-12, un truc comme ça. Et puis, ça dépend. Soit l'après-midi, on refait 2h, 2h30 de physique. Ou alors, on fait 1h30 de physique, 1h30 de tennis. Ça dépend un peu. Mais C'est Germain souvent, qui te fait faire le physique aussi? non, non, c'est le coach Alex, le coach physique
de la fédération. Ok. Parce qu'en fait, voilà, je m'entraîne toujours à la fédé, avec le coach physique de la fédé, mais j'ai plus de coach de la fédé. Yes. Donc, c'est toujours ça, un truc un peu mixé. Et donc, et ça me permet aussi de m'entraîner avec les joueurs de la fédé, parce qu'en Wallonie, bah, à part les joueurs de la fédé, il n'y a pas grand monde. Donc, on n'est que 4-5 professionnels. Ouais. Donc, pour avoir des sparring, c'est quand même beaucoup mieux. Mais donc, ouais, c'est ça, c'est plus ou moins 5-6 heures avec 2 séances de tennis ou une grosse de chaque, ça dépend un peu. Tu t'étires beaucoup? En compétition, oui. En Belgique, c'est plus de la mobilité, etc. Que des étirements à froid le soir. Ça arrive, mais c'est plus rare. T'as une copine? Non, pas pour le moment. Plus facile pour voyager parfois. Ouais, ouais, c'est plus facile. C'est sûr que voilà, quand on fait 30-35 semaines à l'étranger, c'est quand même plus compliqué. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des moments où sur le terrain, du jour au lendemain comme ça, tu ne sens absolument rien? Tu te dis mais c'est pas possible, j'ai zéro sensation quoi. Ouais, ça arrive souvent. Ah ouais. Je sais pas si c'est dû voilà, à un truc particulier ou parce que j'ai un jeu qui demande d'avoir quand même un bon timing. Parce que voilà, je prends la balle tôt, donc si tu es un peu moins bien, un peu en retard, etc., bah, tout de suite, tu es beaucoup moins efficace. Ouais. Donc, ouais, j'ai l'impression parfois d'avoir un jeu où pour être performant, je dois être un peu à 100%, quoi. Et donc, ouais, ça arrive quand même pas mal. Ou quand, par exemple, je change de surface, ici, je recommence l'entraînement demain sur terre battue. Après, bah, depuis l'été passé, j'ai pu jouer sur terre. Donc, voilà, les premiers jours, je m'attends pas à jouer l'acier trempé. Donc, voilà. Et à contrario, combien de fois par an, par saison, t'as l'impression de marcher sur l'eau? Bah, moins de fois, malheureusement. Je pense que le ratio est négatif. Mais c'est vrai que ça arrive. Après, je dirais à l'entraînement, ça arrive quand même un peu plus souvent parce que tu as moins cette pression-là, etc. Ça doit arriver 10, ouais, 15 fois sur l'année où tu te dis, voilà, à l'entraînement, j'ai vraiment joué l'acier. Ouais. Et en match, je pense que on est plus proche de 4-5 matchs sur l'année où tu te dis, aujourd'hui, il ne pouvait pas m'arriver grand-chose. Mais ouais, ça arrive malheureusement pas assez souvent. Tu fais combien de matchs par an en moyenne? Ça dépend s'il joue un peu plus de futur, de challenger, etc. Mais je pense que, disons qu'on a 30-35 tournois, on doit être, à mon avis, à 70-80 matchs. Ouais. Moi, je joue quasi jamais en double, donc ça diminue quand même fort. Mais ouais, on doit être vers 80 matchs. Je connais pas les stats exacts, mais on doit être dans Plus, ces eaux-là. plus une dizaine de matchs par équipe? Ouais, les matchs par équipe, 3-4 en France, 4-5 en Allemagne et un ou deux en Belgique. Donc, ouais, t'es à 10. T'es à 10. Tu joues où en Belgique? En Belgique, je joue à Faye-en-Bois. Ouais. C'est justement ici, cette période-ci, mais vu que c'est une période chargée, c'est pas toujours évident Ok. de jouer. Et sinon, en Allemagne, je joue avec Aix-la-Chapelle. Ok. Donc, c'est vraiment ici à la frontière. J'ai la chance d'avoir un club en Allemagne qui est à 35 minutes de chez moi. Ah ouais, génial. Et un club en France, je joue à Saint-Amand, là où on s'était vu Ouais. pour la rencontre contre Boulogne, qui est à une demi-heure de la Fédé, où je fais ma pré-saison. Donc, qui tombe fin novembre aussi. Donc, c'est parfait. Ouais. Donc, à ce niveau-là, j'ai quand même beaucoup de chance parce que on voyage tellement pendant l'année que prendre des avions et tout pour aller faire un match par équipe, c'est quand même c'est lourd, quoi. Et Donc, l'ambiance en Belgique, elle est cool sur les matchs par équipe? C'est le feu un peu ou oh, pas? ouais, il y a quand même beaucoup moins d'ambiance qu'en France ou Ok. ouais, je dirais quand même que c'est quand même beaucoup moins dans les catégories régionales, etc. Tout ça amateur, là, je dirais qu'il y a vraiment beaucoup d'ambiance. Ouais. On s'amuse bien, surtout à Liège, mais tout ce qui est vraiment professionnel en D1, etc., c'est un peu différent. C'est une ambiance différente. Et mais voilà. Donc en moyenne, on va dire sur le ratio 25 fois où tu sens pas une canette pendant la saison, 15 fois où ça joue grave à l'entraînement, Mhm. 5 fois en match. Et combien de teufs dans l'année? Ça dépend. Ça dépend. Mais quand je suis en Belgique, j'essaie quand même de voir pas mal mes amis, etc. Mais ouais, je dirais, je sais pas, 10-15 sur l'année. Mais Ça, des vraies soirées où tu te couches à 4-5 heures. ça, il y en a que deux, trois. Ah Parce ouais, quand même. que t'es quand même, tu dois quand même faire gaffe, quoi, parce que
si tu mets 4-5 jours, c'est rare quand même pendant l'année que tu prennes 4-5 jours off complet. Ouais, Donc, nous, ici à la Fédé, on ne fonctionne pas avec des vacances pendant l'année. On essaie plus de prendre 2-3 jours après chaque tournoi. ok, Après chaque période de tournoi, je vais dire de 3-4 semaines. ouais, Mais on n'a pas de. Je sais qu'il y a des joueurs qui, par exemple, après WIM, ils prennent une semaine de vacances en juillet ou quoi. Ça, on n'a jamais fonctionné comme ça. Donc, moi, j'ai pris cette habitude-là hmm, de prendre mes vacances que une fois la saison terminée en novembre. Donc, ouais, ça fait quand même que tu as toujours un entraînement ou quoi dans les jours un peu qui arrivent. Mais voilà, c'est une habitude qu'on a prise et ça fait que quand même à chaque fois avoir un peu de repos. Par exemple, ici, je suis rentré mardi, bah, je recommence que le vendredi. Et ça permet quand même d'avoir souvent 2-3 jours de libre où tu peux profiter un peu de tout, quoi, de ta famille, tes amis, etc. Donc yes. c'est un peu plus régulier, mais moins de semaines complètes. Ouais, ouais. Alors attends, on arrive gentiment à cet enchaînement. Ah ouais, t'as fait vainqueur à Toulouse, demi à Saint-Dizier, Ouais. vainqueur à Monastir. Ah ouais, t'es sur un swing de mutant en fait. Bah ouais, Elle est, elle est fabuleuse celle-là. ouais, bah comme je disais, de fin septembre à mi-février, j'ai pas gagné un match. Donc de Ouais. Shanghai, du Masters 1000 de Shanghai à début février. Et puis après, j'ai gagné à 25 au Portugal. J'ai fait Alors attends, 4. attends, 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 justement, avant d'arriver là, Ouais, et de faire le choix de retourner en... ouais, Les 25, c'est des futurs, on est d'accord? ouais. Ouais. On a compris que tu t'es pris en main, t'as fait le choix de prendre un coach Mhm. privé, c'est de la pression et tout. Donc forcément, ça bouge un peu dans la tête, tout ça, et ça a pu peut-être te déstabiliser. Mais quand t'es à 5, 6, 7 first, ouah, t'es comment? Tu le vis comment? Et comment tu continues tu vois, essayer d'aller de l'avant, quoi? À un moment, c'était dur quand même, je dirais, au 5-6e, parce que là, on arrivait en fin d'année. Je me battais pour aller en Australie. Et donc ouais, à un moment, il y a eu quelques matchs où il y avait vraiment plus rien. Où c'est comme si, voilà, il y avait plus d'énergie, j'arrivais plus à me battre. C'était pas de la motivation parce que j'étais encore très motivé, mais c'est comme si, voilà, le jeu, la tête et les jambes, ça répondait plus trop. Et voilà, je sais pas si c'était de la fatigue, un manque total de confiance. Je sais pas, c'était un peu un truc de tout, un mélange de tout. Et donc là, c'est vrai que les derniers tournois de l'année ont vraiment été compliqués. Et donc ouais, après, j'ai eu des tirages compliqués. Je pense dans Challenger, c'était un peu moins bien. T'as que des tours super compliqués. Et tu penses qu'il Euh, vaut mieux couper à ce moment-là un petit coup, ou t'en penses quoi? Tu pourrais, maintenant, moi, ça m'est arrivé en octobre-novembre. Donc, en fait, si je coupais 15 jours, 3 semaines, la saison elle était quasi finie. Donc, j'essayais de grappiller ce que je pouvais encore prendre, etc. Non, après, tu te dis, voilà, si j'avais pris 2 mois de break, ça aurait rien changé. Mais sur le moment, j'avais encore un peu d'espoir. Donc, j'ai fait ce truc-là voilà, d'enchaîner les tournois, etc. Et à la fin, ouais, il y avait plus rien et plus rien voilà, à donner. Et j'ai quand même eu la chance d'aller en Australie. Donc j'ai eu la chance que ça a quand même coupé la série 10, la pré-saison. Donc je crois que j'en avais fait 7 jusque la fin d'année. Puis là, j'ai eu les matchs par équipe où j'ai quand même fait des bons matchs. J'ai gagné un match ou deux. Ça t'a remis Ça m'a dedans un quand peu? même, ça m'a quand même aidé à me remettre. J'ai eu une bonne victoire contre Sachko, par exemple, où j'avais vraiment bien joué. J'avais fait un autre bon match. Et puis la pré-saison, bah voilà, tu as l'impression un peu de repartir sur de nouvelles bases. C'était ma première pré-saison avec Germain. Donc là, honnêtement, c'est un peu comme si tout était oublié et on repartait vraiment d'un nouvel élan. Et donc ça m'a quand même aidé à couper un peu cette mauvaise dynamique. Ouais. Mais après, la réalité est revenue un peu dès le premier match de l'année où voilà, j'ai eu un tirage dur. Je crois que j'ai joué Titouan À à Nouméa? Nouméa, puis Ouais. Martin Dam en Australie. Ouais. Je crois qu'ils ont après à Montpellier, la semaine après, ils sont joués en demi ou en finale où ils étaient tous les deux en demi de Montpellier. Donc c'était des tirages un peu compliqués. Là, bah, dès que j'ai reperdu un match et que j'étais moins bien, j'ai senti que les vieux démons revenaient un peu Ouais. et que je sentais que voilà, le manque de victoire revenait, il y avait pas de confiance, je n'osais plus aller dans les balles. En plus, j'avais changé de raquette parce qu'en pré-saison, je sentais beaucoup mieux la nouvelle Wilson Python là. Hmm. Donc j'avais décidé de changer, je me sentais beaucoup mieux, mais une fois que j'ai reperdu un match ou deux, je n'osais plus y aller. Et là, je me suis dit, mais en fait, ça va jamais s'arrêter, quoi. Et puis ensuite, j'ai encore perdu un autre match en ayant balle de match. Et là, après 9 ou 10, je me suis dit, mais
à un moment, il y a plus le choix, quoi. Ouais. Voilà, j'aime bien jouer en challenger. Je trouve que c'est quelque chose qui est ambitieux, même si voilà, tu gagnes moins, c'est quand même souvent des beaux tournois, des beaux événements, tu joues des super gars. Donc voilà, mais à un moment, j'ai plus vraiment eu le choix. Et pour reprendre de la confiance, ben, même si c'est pas facile en futur non plus, il fallait le faire. De toute façon, je rentrais plus dans le tableau de Challenger. J'étais redescendu au-delà de la 300e place. Ouais. Donc voilà. Et pour moi, c'est pas du tout, j'étais pas du tout honteux de retourner en futur. Il y a des super joueurs là-bas, etc. Mais je pensais que c'était la meilleure chose à faire. Et là, Et tu décides d'aller au Portugal. ouais, Premier tour, tu gagnes 1-0. Deuxième tour, 1-1. Troisième tour, 2-0. Sachant que le troisième tour, t'es quand même contre un mec qui est top 400. ouais, 387. il y a Gaston Ilias qui a été Qui était top 100. top Ouais. 50 quasi, ouais. Ouais. Et, 60. et c'est quoi là? Tu t'arrives en futur et tu respires parce que le niveau est quand même largement moins, je sais pas, 2 fois moins fort? Ou qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là au Portugal? Bah, dans les premiers tours, tu peux jouer des mecs qui sont quand même moins forts, Ouais. mais pas toujours, parce que parfois le niveau en futur est assez homogène et je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de matchs faciles. Donc voilà, maintenant, par rapport à ce match-là, justement, je gagne 1-0 et je lève les bras. Et les gens, après, il y a un jour ou deux qui sont venus après me voir et ils me disent, mais on n'a pas compris, t'as gagné, on comprenait pas, tu as gagné 1-0, tu lèves les bras et tout, et puis on a été voir ta forme récente et il y avait que du rouge, donc on a compris ce qui s'était passé. Et donc j'ai dit, ouais, elle vaut quand même beaucoup pour moi, la victoire. Et donc voilà, et là j'ai senti direct qu'avec un peu de confiance, peu importe un peu le niveau du tournoi ou quoi, ben, une victoire c'est une victoire et ça te fait du bien quand même. Ouais. Au-delà des points, voilà, c'était moins de points, etc. Mais au moins, j'avais gagné des matchs et je me refaisais tout doucement confiance. Maintenant, voilà, c'est pas en 3-4 victoires que tu reconstruis quelque chose de solide. Et j'ai eu des défaites où voilà, je suis retombé de nouveau un peu dans le négativisme, je sentais que dès que c'était un peu serré, bah, je repaniquais un peu, etc. Et donc ça, voilà, j'ai senti qu'il me fallait du temps quand même pour me refaire confiance. Ouais. Mais au deuxième tournoi, j'ai direct gagné le tournoi, la Ouais. semaine après. Et là, je pense que ça m'a fait vraiment du bien. Et puis la semaine avant Cherbourg, j'ai fait une semaine à l'entraînement où j'ai joué l'acier, alors que ça m'arrivait plus des masses, Ok. où j'ai vraiment senti que je retrouvais mon jeu et où je me refaisais confiance. Et puis, ouais, à partir de Cherbourg, depuis Cherbourg, c'est vrai que ça a été assez fou. J'imaginais pas du tout que j'allais avoir 150 points 6 semaines après. Voilà, à Cherbourg, j'avais très bien joué. Je perds contre Rodionov, qui est un super joueur. Et puis, oui, si je me trompe pas, bah, depuis Cherbourg, j'ai juste perdu contre Rodionov et Stricker, deux mecs qui étaient dans le top 100. Et Stricker, bah, qui était en futur, mais qui a été Ouais. 90. Ouais. Et l'autre aussi qui a été 90. Donc, c'est deux victoires, deux défaites, voilà, même quasi logiques. Et donc, c'est vrai que euh, voilà, depuis 6 semaines, c'est assez fou et que les choses ont été beaucoup plus vite que ce que j'aurais espéré début février quand je mettais plus de balles, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Donc, Juste après Cherbourg, tu joues Daniel Jade au premier tour, qui est un espoir français. mhm. Tu gagnes 4-2. Et est-ce que tu arrives à te dire parfois, lui, ça va être monstrueux ou c'est trop, la route est trop longue? Comment tu ressens contre lui, par exemple? Ben, j'ai jamais vu un peu ses résultats et j'avais plus été impressionné avant le match par tout ce qu'on j'avais entendu déjà sur lui un peu. Je Ok. savais que c'était un jeune qui était assez connu en France, etc. Ouais. Et, mais dans ses résultats en futur, etc., voilà, il n'avait pas gagné beaucoup. De ce que j'avais vu, là, il était peut-être 1300e à ce moment-là. Et en fait, il a joué l'acier. Honnêtement, je ne m'attendais pas du tout à ça, mais il jouait super bien. Ah ouais. Et j'étais avec mon coach et je lui ai dit, j'avais fait un bon match et je lui ai dit, pour son âge, le début de match, honnêtement, il jouait incroyable et j'avais été vraiment impressionné. Puis j'ai vu ici un peu la série de victoires aussi qu'il a eu en junior et j'étais pas étonné parce que pendant le match, ça avait été vraiment impressionnant pour un jeune de son âge. Ouais. Donc, euh, Et quoi, donc il a droppé? Il a droppé fort? bah, j'ai mieux joué et ouais, lui, voilà, son niveau a peut-être un peu diminué au fur et à mesure du match. Ouais, honnêtement, c'était vraiment un bon match de notre part, des deux, je pense. Et, euh,
Et donc, ouais, j'en avais parlé avec mon coach juste après. Puis ici, on s'est renvoyé un message en se disant, ben voilà, c'est pas étonnant. On avait quand même bien sorti le truc. Il a joué à Challenger ici il y a pas longtemps, j'ai vu. Il a fait des bons matchs. Donc, non, je pense vraiment qu'il a beaucoup de potentiel. Yes. Et avant d'aller plus loin aussi, tout à l'heure, tu as dit que tu avais partagé ton coach avec Daniel Evans l'année dernière. Mhm. C'est un personnage, le Dan, non? Ouais, ouais. Honnêtement, c'était une expérience incroyable. Ah ouais? Euh, Parce que bah, au début, je voyageais avec Germain, mais je m'entraînais encore avec Steve en Belgique, mais je voyageais avec Germain. Et donc, pour compléter un peu ces semaines, Germain s'était arrangé avec Dan Evans pour en faire aussi un peu par la suite. Et donc, bah, à certains moments, on faisait des tournées ensemble. Et c'est vrai que voilà, il a un parcours un peu particulier. Il a été à un moment suspendu. Pour cocaïne, je crois, hein. Ouais, ouais, pour cocaïne. Mais tu sentais, voilà, je pense qu'il doit déjà avoir 35, 36 ans, mais tu sentais encore vraiment la passion. Ouais. Et il a été 20e mondial, si je me trompe pas, ou 21. Et on faisait des challengers au fin fond de la Chine, etc. Et le mec, c'était un animal sur le terrain, quoi. Il se battait comme un fou. Bah, tactiquement aussi, c'était vraiment très fort parce que voilà, c'est aussi le mec qui est pas le plus puissant au monde. Il joue un peu en cheap, un peu comme Steve, etc. Et donc, c'était super intéressant de partager ces moments avec lui. Et voilà, il a une personnalité aussi un peu assez forte, avec des avis bien tranchés. Ah ouais. Donc, on a passé des soirées un peu avec Germain et lui à discuter de choses et d'autres. Et c'était vraiment super intéressant pour moi qui n'ai jamais été vraiment dans ce monde-là des top 100, etc., d'écouter des avis qu'il avait sur des joueurs qu'il avait côtoyés, qu'il avait joué et sur plein d'autres choses, sur le niveau de maintenant, Challenger, etc. Et non, on s'est vraiment bien marré et ça a été une belle expérience. Mais après cette année, je voulais vraiment avoir mon truc à moi. Parce que Ok. partager un coach avec un autre, bah, c'est quand même souvent un peu des contraintes au niveau des voyages. Toi, tu perds, tu vas à l'autre tournoi, alors que lui, il est toujours en finale ou quoi, bah, le coach arrive que le lundi, etc. Et donc, voilà, moi, j'avais pris la décision de vraiment mettre tout en œuvre et toutes les choses de mon côté pour que ça marche. Et donc j'ai voulu continuer avec Germain tout seul. Et, euh, et voilà. Mais c'est sûr que Dan, c'est quelqu'un d'un peu particulier, d'assez assez incroyable. À Melbourne, là, en janvier, on est arrivé avant les qualifs, en même temps sur la road lever. Tu sais, tu prends le couloir, tu vas passer une tête Mm. parce que ça reste quand même incroyable. Et il était aussi émerveillé que moi. Le mec a été top 20, le mec est là depuis la nuit des temps. T'as l'impression qu'il a 1000 ans. Et il était là, il faisait des revers à une main dans le vide comme ça, sur la ligne de fond. Il demandait à son pote de le prendre en photo. Une autre, tiens, vas-y, plutôt là-bas. Tu peux en refaire une. Et c'était Ouais. beau à voir que le gars, il reste habité, quoi. Ben, c'est ça qui m'a un peu surpris, c'est on dirait un peu qu'il est un peu froid comme ça et assez, voilà, assez fermé. Et en fait, c'est un mec qui est surmotivé, qui était tellement passionné, comme je disais, même pour des matchs qui, pour lui, bah, avec tout ce qu'il a vécu, semblaient moins importants. Et en fait, en dehors de cette carapace-là, bah, c'était quelqu'un de super humain, un peu comme Steve, en fait. Ouais. Et je pense que aussi bah, le parcours qu'ils ont eu, la difficulté, les trucs comme ça, bah, ça forge un peu le caractère, quoi. Tu te souviens d'une ou deux anecdotes mythiques qu'il a pu te raconter? Il y en a eu beaucoup, hein, mais c'était surtout pendant les entraînements, si on s'entraînait à deux avec Germain, etc. Il me laissait pas respirer, j'en pouvais plus. Oh, on était en Chine, il faisait tellement chaud, c'était pendant tout le swing avec où il y a eu Shanghai où il faisait tellement chaud là, le, Ouais. le Master Me que Valentin a gagné. Et, euh, et moi j'étais là, je pouvais plus, mes mains elles glissaient, etc. Je disais, et lui il était là, il engageait tout le temps des balles, alors que moi bah j'étais encore, normalement j'ai encore 24 ans. Lui, il avait 35, 36, il était là, il râlait parce qu'on n'engageait pas assez vite, il voulait tout le temps. Et on finissait le poids, il engageait vite une autre balle, etc. Et donc, ça me rendait fou. Mais c'était pour montrer que, voilà, peu importe les conditions, le truc, il était tellement motivé. Il laissait pas, il faisait ça en rigolant, mais il voulait pas laisser une miette et il voulait faire le maximum tout le temps. Et ça, je pense que c'était une bonne leçon aussi pour moi de voir ça. Et De voir physiquement, c'est que un monstre? bah ici, voilà, il a un peu diminué, je pense, mais en 2024, il avait fait le match le plus long de l'histoire de l'US Open, si je me trompe pas, contre Kachanov.
Ah ouais. 7 isodères en 5 heures, 5 heures, plus de 5 heures. Donc, non, il était encore bien. Après, cette année, je pense que c'était un peu plus compliqué, mais ouais, je pense que c'est un athlète assez incroyable et c'était, ouais, ça a été magnifique. Bon, on est presque à Abidjan, Côte d'Ivoire, mais petite question avant, le fait de retourner en futur. Bon, en Mhm. France, peut-être que les conditions sont quand même assez décentes. Mhm. Et tu repasses par Monastir aussi. Je sais pas, comment tu le vis en fait de retourner en futur, même si tu disais à l'époque, Steve l'a fait, les mecs, à un moment donné, si t'as pas le choix, faut y aller, mais au niveau de l'ego, des conditions, du mental, Mhm. comment tu l'as vécu? Je pense que c'est plus la décision au début qui a été dure de se dire, voilà, on va y retourner. Parce que au début, je disais toujours, ouais, là, je rentre dans ce challenge-là, je vais faire celui-là, je vais faire celui-là. Et à un moment, de devoir dire, stop, maintenant, on arrête de se dire tout le temps, ça va passer, on va passer en force, etc. De devoir se dire, on repart en futur. Et on sait que au lieu qu'en chal, tu gagnes un match, tu as 7 points, bah, en futur, tu en gagnes un, tu as un point seulement. Donc, que ça va être long, que la route va être longue, etc. Mais qu'à un moment, il faut bien prendre une décision et repartir de là. Donc, c'est plus la décision au début qui était un peu compliquée de se dire, voilà, maintenant, on repart là. Maintenant, par rapport aux conditions, etc., moi, je n'ai pas été non plus top 100 ou 150 où je jouais tout le temps des grands tournois. Donc, donc ça, c'est quelque chose qui me dérangeait pas spécialement, même si les conditions sont beaucoup moins bien sur certains tournois, comme tu le disais. Les vestiaires, au Portugal, il n'y avait pas de vestiaire, des trucs comme ça, alors qu'un mois plus tôt, j'étais quand même à Melbourne, à l'Open d'Australie. Donc, il y a quand même une petite différence dans les conditions et sur les sites. Mais voilà, ça me dérange pas trop d'être un peu dans des conditions plus difficiles et devoir me battre par rapport à ça. Ouais, c'était plus au début, j'avais pas vraiment envie de me dire je vais rejouer des matchs pour un point. Je sais que pour remonter au classement, je vais devoir gagner bah, voilà, 25-30 matchs avant de vraiment prendre des points, etc. Et donc voilà, maintenant les conditions, je peux comprendre pour des mecs qui ont vraiment été très très bons. Changement de balle 9-11, quand on sait la problématique des balles maintenant, par exemple, bah ça fait quand même beaucoup. À la fin, tu joues avec des balles quand même qui ressemblent plus à grand-chose. Comme je disais, bah, les entraînements, parfois, bah, il n'y a même pas de terrain d'entraînement. Il n'y a que des terrains de match toute la journée. Donc, tu peux pas t'entraîner. Ouais. Des trucs comme ça. Ça fait quand même pas si longtemps que j'étais en Challenger. Donc, j'avais quand même gardé un peu cette habitude-là et ça m'étonnait pas spécialement. Mais c'est clair que c'est quand même sur les moins bons futurs des conditions qui sont pas du tout idéales. Et c'est compliqué. Et honnêtement, je trouve que autant Challenger, etc., l'ATP fait des gros efforts, il y a des cahiers des charges, des trucs comme ça. Hmm. En futur, tu as l'impression qu'il n'y a pas vraiment de limite dans le négatif de certaines organisations, quoi. Et il n'y a pas vraiment de surveillance et tout. Donc, ouais, c'est parfois compliqué, mais voilà, je trouve que ça c'est encore un peu une partie de l'histoire, de la mienne, par exemple, de reforger un peu la confiance et ça te forge aussi le caractère, la détermination. Maintenant, bah, quand je vais être en challenger, maintenant que je vais faire quasi plus que ça pendant un petit temps, bah, je vais me dire, je l'ai mérité, je me suis battu pour ça et je vais en profiter un maximum. Ouais. Et comme disait Germain aussi, peut-être que quand ça allait bien, que j'ai gagné un tour en challenger, au début, ben, je me disais, voilà, entre guillemets, bah, c'est une victoire, c'est bien, mais alors que maintenant, quand tu as perdu 10-12 fois d'affilée en challenger, quand je gagne une victoire en challenger, bah, elle vaut beaucoup pour moi, parce que je sais à quel point c'est difficile d'en gagner. Donc voilà, je prends plus ça comme un peu du vécu, une expérience et voilà, sur quoi un peu me référer et me dire j'ai envie de rester en challenger, j'ai envie d'aller voir plus haut plutôt que de revenir en arrière, quoi. Et Monastir, c'est la guerre ou ça va? Ouais, Monastir, c'est pas facile. C'est pas facile du tout, même. Surtout que moi, quand j'y étais, bah, ils font un tournoi homme, un tournoi femme. Et quand ils font des 25 ils font aussi le 15 en même temps. C'est même pas comme s'ils remplaçaient Ok. le 15 000 par le 25. Ils font le 25 en plus. Donc, ça rajoute encore 50-60 joueurs dans l'équation. Donc, ouais, pour les entraînements, etc., c'est compliqué. Mais voilà, on sait pourquoi on y va. C'est pour prendre des points, pour gagner des matchs.
c'est comme ça. Et en allant là-bas, tu sais pourquoi tu y vas. Et en soi, les conditions de vie, l'hôtel et les terrains sont bons. C'est juste que voilà, évidemment, c'est pas comme en France, à Futur, où bah, tu as tous les gens du club, de la mairie ou quoi, qui sont là qui organisent le tournoi de l'année. Bah, là-bas, c'est un des 52 tournois de l'année qu'ils organisent, ou je sais pas combien ils en font par an, mais donc évidemment, c'est beaucoup moins l'événement de la ville que quand ça arrive qu'une fois par an. Donc ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut connaître en Challenger ou sur d'autres futurs. Mais voilà, c'est aussi quelque chose qu'on a fait quand tu commences, ça te facilite quand même la vie. Tu vas là 3 semaines d'affilée, t'as pas de voyage, tu as tout sur place. Ouais. Donc ça a aussi des avantages, même si c'est sûr que les conditions d'entraînement et de préparation ne sont pas idéales. Mais je pense que ça t'aide aussi à dire, bah voilà, même si les entraînements ou que tu t'es pas encore adapté aux conditions, etc., bah tu dois quand même faire avec et ça te forge un peu au niveau de l'adaptation aussi de tout, quoi. Ouais, ouais. À Abidjan, c'est le français Arzel Mevlek, non Ouais, et je Ah, crois qu'il a Quimper aussi. ouais, ouais. Et il a Quimper, il a Brazzaville, je Yes. pense, Au Congo, cette ouais. semaine. Ouais. Ouais. Donc, tu arrives là-bas, plante-nous un peu le cadre, le décor avant d'enchaîner tes 2, 4, 5, 10 victoires Ouais. en Tchad, en Ben, tout cas. ouais, donc après la France, du coup, j'avais pris une semaine off, même si j'avais encore une petite chance d'aller à Roland si je faisais finale et gagner des deux prochains 25. Ouais, Je m'étais dit, voilà, je suis plus très frais et je veux aller à Abidjan pour me donner des chances pour aller à Wim. Donc, en plus, je devais faire un vaccin pour y aller ok. qui était obligatoire et qui devait être fait 10 jours avant minimum. Donc, c'était soit les deux 25 pour essayer d'aller à Roland, soit Abidjan. Et je me suis dit, bah voilà, tant pis, je vais aller à Abidjan. Je pense qu'il y a une belle occasion, une belle expérience à aller faire là-bas. Ouais. Donc j'ai fait ce choix-là. Et donc on arrive le jeudi soir. Et dès le vendredi, ouais, Tu restes sur une victoire à Monastir en tournoi. Donc, ouais, déjà, pareil, 5 victoires dans les pattes. Vamos. ouais, j'arrivais là en confiance, mais du coup, je m'étais pas trop entraîné parce que j'avais repris le mercredi, je pars le jeudi. Donc juste un jour d'entraînement. Ouais. Et puis on arrive là le jeudi soir. Il y a des vols directs de Bruxelles ou de Paris, donc c'est facile en fait, hein. Abidjan, c'est quand même une grosse ville en Afrique. Ouais. Euh, donc voilà, mais on arrive là et le vendredi, honnêtement, il fait mourant de chaud, genre incroyable. Je la connaissais C'est- pas, celle-là. C'était pas aussi chaud qu'en Chine, mais c'était tellement humide, même la journée, ça t'assommait vraiment. J'avais beaucoup plus dur qu'en Chine, alors que c'était moins chaud. Ok. Mais voilà, et puis moi, je fais vraiment très attention au niveau de la nourriture dans des pays comme ça, parce que voilà, c'est quand même un peu ennuyant si tu fais un tel voyage et puis tu arrives là, tu peux pas jouer parce que voilà, tu es malade, etc. Donc, Ouais. je suis assez rigoureux sur ça. Et là-bas, ce qui est bien, enfin, je trouve ce qui est bien, c'est que l'hôtel, le club et un grand mall très moderne sont sur le même site. Genre, Ouais. c'est quasi Pratique. sur le parking. Ok. Donc ça te facilite quand même la vie Ouais. dans des trucs comme ça. Donc on s'entraîne là 2, 3 jours. La veille de mon premier tour, au moment je suis sur le terrain avec je sais plus avec qui, Maxime Chaza, je devais jouer. Ouais. Et là, il y a deux, trois monsieur habillés en joueur de tennis, un monsieur à Lacoste comme ça qui arrive, avec trois gardes du corps. Et il dit voilà, on a réservé ce terrain-là. Et on dit bah non, il y a le tournoi, on a réservé au tournament desk et tout. Il dit non, non, voilà, le monsieur là-bas, c'est quelqu'un d'important, il va jouer sur le terrain là. Et donc, on dit OK, mais. Et donc, on part sur le terrain à côté, on partage avec deux autres joueurs. Et puis, en fait, c'était comme dans un film. Il y avait trois gardes du corps, un qui tenait la serviette du gars, et deux, trois autres sur le côté, qui, lui, jouait des balles out. Franchement, il jouait pas bien du tout. Il Ouais. jouait des balles out et tout. Tout le monde disait elle est bonne, Mais etc. Ils non. étaient tous en train de lui mentir. Ouais. L'autre jouait un mètre dans le terrain et disait out, point pour vous, monsieur, etc. Et donc, c'était complètement dingue, quoi. On s'est dit, on est la veille du tournoi et on doit partager, quatre joueurs professionnels doivent partager un terrain pour que lui joue. Et c'était l'ancien président de l'Assemblée nationale. Ah Je sais oui. même pas s'il s'était arrangé ou quoi pour avoir le terrain. Mais donc, ils étaient 7 ou 8 là sur le terrain. Ils faisaient un bruit de fou. Euh, T'avais 25 gens en dehors du terrain quand il est sorti qui ont commencé à l'applaudir, etc. Mais non. Honnêtement, ça nous a tout de suite mis dans le bain un peu Ouais. du truc local. Et donc voilà, la préparation a été quand même
un peu compliqué parce que voilà, c'est quand même des conditions différentes, très très chaud, humide, ça vole beaucoup. Donc voilà, je n'étais pas en très grande confiance en commençant le premier match. Je me sentais pas non plus super bien. Tu Et joues puis, je joue, Strombach. ouais, qui avait fait finale en 25 le dimanche, donc je joue le mardi. Ouais. Et en fait, là, donc ils jouent les qualifs le dimanche, la journée. Et puis là, le dimanche soir, je crois qu'avec depuis la Chine, etc., ils ont pris des mesures, l'ATP, pour au niveau de la chaleur, etc., pour être Ok. beaucoup plus strict. Et Ouais. donc là, on avait dépassé, ils font une moyenne entre la chaleur et l'humidité. Ouais. Là, on avait dépassé la limite. Et donc, pendant les 15 jours, hormis le premier dimanche, on a joué tout après 16h30, Ah ouais, ok. voire même 17h. Wow. Et donc, bah, au niveau de la chaleur, c'était mieux, mais l'humidité, c'était encore pire, quoi, du coup, le soir. Mais c'était déjà plus supportable. Et donc, voilà. Et donc, le mardi, je commence mon premier match. C'était assez laborieux quand même. Voilà, il était dangereux. 4-4. Ouais, 4 et 4, 6, 4, 5, 3 balles de match pour moi. Je rate un passing. Il commence à pleuvoir. Ouais. Donc, on arrête à égalité. On revient. Il gagne le jeu. Je sers pour le match. J'ai 2 balles de match. Je fais Ouais. double. Balle de match pour moi. Il repleut. Et là, je reviens. Et je fais un ace 6-4, 6-4. Donc, on est revenu pour un point. Il n'a même pas touché la balle. Il te dit quoi j'ai oublié le prénom de ton coach. Germain, il rigolait, quoi. Il dit. Parce que en plus, moi qui suis pas le plus grand serveur, ça m'arrive pas souvent de faire un ace. Alors, en plus, quand c'est le seul point qu'on rejoue après l'interruption, c'était un peu particulier. Mais il te dit quoi? Mais Relâche, vas-y, c'est bon, ça va? ouais, parce que je lui ai dit, ouais, qu'est-ce que tu penses que je dois faire? Il m'avait dit un peu la zone où on avait eu le temps de la préparer, du coup, cette fois-ci. Et il m'avait dit la zone, et puis j'ai servi, et puis elle a touché la ligne, elle a fusé, elle est partie. Ah, Et, boss. donc, ouais, c'était quand même un gros soulagement parce que, et les conditions où je me sentais pas génial, plus un peu bah, 2 interruptions comme ça, c'est quand même assez particulier. Il y avait vachement de Mais vent, bon. non? Ouais, au début, ouais, à la fin, moins. À la fin Ok. des 10 jours, moins. Mais Ouais. au début, oui. Ouais. Et donc, et cette victoire-là, elle m'a vraiment lancé. Je pense que ça m'a fait du bien. Et puis voilà, j'ai rejoué contre, Et- après, contre Game en Ouais. français. Ouais. Un très bon match. 2 et 4. Et puis en quart, je suis mené 6-1, 2-0 contre un Ouf. Turc. Je mettais Ok. pas, il jouait bien et je mettais pas une balle, honnêtement. Ouais. Et puis le match a tourné et je gagne 6-2, 7-5 après, je m'en sors bien. T'as changé quoi? Bah en fait, je faisais tellement de fautes qu'il fallait juste essayer d'être solide et de se donner une chance, quoi. Juste d'essayer de le faire jouer. Ouais. Et je pense qu'il a été un peu surpris à mon avis, il se disait au début, il devait rien faire, quoi. Donc, Ouais. une fois que j'ai été un peu plus solide, à mon avis, il a mis un peu de temps à se réhabituer, à jouer à joueur correct. Et donc, finalement, bah, souvent, quand tu sors un peu de match comme ça, ok, tu t'es pas senti super bien, mais ça te fait vraiment du bien au mental, quoi. Ouais. Ouais. Ça arrive quand même souvent qu'un joueur revient un peu de nulle part, puis fasse un bon tournoi après. Et Et là, c'est. Germain, il est comment à 6-1-2-0? Il bouillonne ou il garde Ouais, son non, calme? il bouillonnait. Il Ouais. bouillonnait parce que moi, je m'énervais. Je disais, bah voilà, et là, qu'est-ce qui se passe, quoi? On peut pas continuer comme ça. Et il dit, mais à part juste mettre la balle dedans, je sais pas quoi dire, quoi. Honnêtement, c'est ta Ouais. seule chance, c'est de le faire jouer. Et le mec, je pense, ouais, comme je disais, il s'est un peu, il a été un peu surpris. Il m'a donné un peu le deuxième. Et puis au troisième, bah voilà, c'était un peu un combat et je m'en sors bien. Et tu sens que les victoires en futur avant, elles comptent dans ces Ouais, moments-là? ouais, parce que j'avais gagné Futur en jouant pas mon meilleur tennis du tout. Et je m'étais vraiment voilà, battu pour gagner les matchs et trouver des solutions, etc. Ouais. J'avais joué en finale contre un autre Belge, Jack Loger, avec qui je m'entraîne. On avait vraiment fait un gros match Ok. et où j'avais dû voilà, me battre et trouver des solutions, etc. Ouais. Et du coup, je pense que ça m'avait vraiment bien aidé aussi voilà, à m'adapter aux conditions, à m'adapter à mon niveau. Et donc voilà, évidemment, les victoires ici, c'est sur le moment, mais je pense que c'est tout le travail, tous les tournois qu'on a fait avant, où Hmm. j'avais vécu différentes situations qui m'ont aussi aidé voilà, à m'en sortir, quoi. Après, tu t'envoies Kelvin Emery en demi. Ouais. Là, j'avais fait aussi un très bon match. 4-0. Ouais, Bam! ouais, très bon match. Honnêtement, j'avais bien retourné et Calvin, il sert vraiment très bien. Donc, le fait d'avoir bien retourné, ça m'a bien aidé. Puis voilà, et puis ma deuxième finale en carrière. Et là, je joue un mec
Il était même pas tête de série, un Anglais. Ouais, Et 391 donc, games. et qui avait bien joué. Il a battu en demi Maxime Chaza, justement, battu Koulibaly, qui avait gagné l'année passée, Ouais, qui était chez lui. ouais, ouais. Mais donc, arrivé dans une finale de Challenger, ce qui m'arrive pas souvent du tout, en étant première tête et favori, bah, c'était pas facile à aborder. Surtout que je savais que si je gagnais, je retournais à Wim. Donc, il y avait quand même beaucoup d'enjeux l'un dans l'autre. Ouais. Effectivement, ça n'a pas été le plus grand match. Je pense que lui, ça devait être sa première finale en Tchal aussi. Et il y avait pas mal de tensions des deux côtés. Et donc ça s'est joué à quasi rien, quoi. Deux tie-break, peut-être un tout petit peu plus d'expérience de mon côté, mais honnêtement, c'était super chaud. Voilà, entre les conditions, l'importance du match, la tension. Ouais. Lui servait très bien, donc il n'y avait pas beaucoup de rythme. C'était pas un match facile à jouer. Cher pour le match à 5-3, je me fais breaker. Ouf. Ah, quand je fais 7-6 au deuxième, c'était un soulagement assez dingue, quoi, parce que premier tchal et voilà, on était en favori comme ça, c'était pas facile. Et les conditions bah, rendaient le truc, je commençais un peu à cramper et j'avais peur de faire un troisième vraiment. Et donc non, ça a été une délivrance, un soulagement. Enfin, plus une joie, mais il y avait quand même un peu de soulagement quand même. J'avais perdu ma première finale 7-6 au troisième contre Iri Vesely à Prague. Ah, Donc dur. ça avait été un mauvais souvenir. Et donc là, ouais, ça a été fou. Après, même tous les gens qui m'ont félicité sur Insta, etc. La première victoire, même si c'était un 50, etc. Ouais. Ça a été complètement fou par rapport aux 75 de la semaine d'après. C'était deux tournois différents, deux fins différentes et voilà, deux sensations différentes. Mais après la première, ouais, c'était dingue et beaucoup de bonheur. Et voilà, d'où je venais, bah, c'était magnifique, quoi. Parce que 2 mois avant, je gagnais pas un match Tu et là, je m'étonnes. gagnais mon premier tchal. Donc, Ah, génial. Et oui, donc 50 points, 9500 $ de prize par rapport au deuxième où c'est 75 points et 17 000 $ de prize. Donc ça fait quand même une belle ouais, diff. ouais, ça fait une belle différence. Et le fait de gagner le tournoi, tu rencontres un ou deux hommes politiques sur place ou des mecs un peu connus sur place. Ça se passe comment? Ouais, ouais, il y avait un village VIP, mais qui était assez séparé de tout le club là-bas. Je pense il y a quand même pas mal de différences entre les gens. Ils sont assez séparés. On avait accès à ce village-là. Et donc, après le tournoi, etc., j'ai été invité à aller saluer le président de la Fédé, etc. Et donc, c'était très intéressant et c'était des bons moments. Aussi, bah, voilà, un partage un peu. Moi, je viens de Belgique, eux de Côte d'Ivoire. C'était deux cultures différentes, mais c'était très intéressant. Et honnêtement, avec Germain, on s'est senti vraiment très bien accueillis, très, très intégrés. Hmm, Même pendant les matchs, beaucoup de gens qui me supportaient. sympa. Donc, honnêtement, c'était génial. Et il n'y a pas du tout eu de problème par rapport à quoi que ce soit. C'était vraiment très accueillant, très gentil. Et ouais, c'était sympa de revoir. En finale du deuxième tournoi, j'ai vu le fameux monsieur qui m'a dégagé du terrain. Il t'a Qui reconnu ou était pas? là. Je sais pas, ouais, je pense qu'il m'a reconnu parce que voilà, mais je l'ai vu dans les gradins qui étaient dans le truc VIP. Et, Ok. euh, et non, c'était vraiment chouette. Et je pense que ouais, il n'y avait pas du tout d'animosité. On s'est super bien senti et c'était très chouette. Ouais. T'as combien de jours de récup entre le premier et le deuxième? Seulement un jour, parce Wow. que en ATP, tu peux pas, si c'est dehors, tu peux pas commencer après le mardi, Ok. sauf quand tu viens d'un autre continent. Mais bon, là, c'était le même club. Ouais. Et là-bas, ben, vu que les matchs étaient tard, la remise des prix, un peu quand même fêter la victoire avec modération, bah du coup, il était vite tard et t'es déjà quasi veille de match, quoi. Wow. Ah Donc ouais. ça n'a pas été facile. Le Ouais. lundi, on n'a pas du tout joué parce que la finale a été tellement dure qu'on a décidé de prendre off Ouais. et d'un peu plus s'échauffer le matin du mardi, Ouais. du jour de match. Et voilà, et donc en fait, bah ouais, il n'y a pas eu beaucoup de temps pour vraiment prendre la grosse tête ou profiter. Ça m'a directement remis dans le bain, mais je pense que ça a été une bonne chose aussi. T'as fait quoi? Vous avez fait resto et bu quelques verres quand même? Ou même pas? Là-bas, tout était fermé au moment où ça s'est terminé. Ok. Sauf le petit resto du club. Ok. Donc, on a reçu une bouteille de champagne du tournoi Sympa. qu'on a bu, on a partagé aussi avec deux, trois autres gens Ouais. et on a profité un peu. Mais c'était assez
assez restreint quand même. Et on est resté quand même assez sérieux. Parce que j'étais très content, mais je voulais pas que ce soit one shot et qu'il y ait Ouais. plus rien la semaine d'après, quoi. Et, Donc, et là, premier tour, tu gagnes 3 et 2, ouais. tout en contrôle. Bah, ouais, c'est toujours particulier quand même. Surtout quand c'est le même club, etc. Bah, on te regarde quand même un peu différemment. Bah, voilà, t'es un peu le joueur à battre. Parce qu'en fait, c'était quasi, à part Michael Moore, c'était quasi la même liste, quoi. Ouais. Il y a quasi personne qui vient à Abidjan juste pour un tournoi s'il y en a un autre avant. Hmm. Et donc ouais, je pense que je sentais quand même un peu plus la pression et le regard des autres, etc. Mais ce match-là s'est bien passé. Et puis, ils m'ont directement mis le mercredi pour mon deuxième tour. J'ai pas eu le jour off encore mercredi que je pensais. Et là, je suis passé tout près de la défaite Ouais. contre un Italien qui servait très bien. Et moi, je sentais que j'avais pas l'énergie que j'avais habituellement. Ouais. Et donc, euh, et donc, ouais, 7-6, 5-5 pour lui, balle de break. Et s'il me breakait là, c'était fini, quoi, je pense. Il servait tellement bien. Rallye sur la balle de break ou pas? Ouais, rallye, je crois même que je fais à l'aide pendant le point. Mais non. Le Donc destin. ouais, je m'en sors vraiment très, très bien. Et puis au troisième, je le break d'entrée. Il n'y avait pas eu de break jusque-là. Ouais. Et je le break d'entrée. Et puis là, il a pris un coup un peu sur la tête. Et puis les conditions, 6-0. ouais, je te dis, les conditions avec l'humidité, etc., c'était vraiment fou. Ouais. Honnêtement, à la fin des matchs, c'est comme si tu avais sauté dans une piscine, quoi, tout habillé. Ah, wesh. Je devais changer de chaussures, sinon il y avait des marques sur le terrain, des trucs comme ça. C'était quand même particulier. Et donc, euh, Et- et donc là, j'ai pu un peu me reposer. Ok. Enfin, je devais me reposer, mais en rentrant à l'hôtel à 11h30 du soir, donc là, c'était plus ou moins tôt par rapport aux autres jours. Je me Ouais. dis, voilà, je vais dormir à une heure correcte. Et là, mon coach était dans le lobby de l'hôtel. Et je dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Il me dit, bah, l'ascenseur, je marche pas. Et il me dit, bah, on était au 20e. Oh la Moi, vache. 20e et lui 21, je crois. Il me dit, je vais monter. Attends, bon, j'avais mes deux gros sacs. J'avais repris du linge aussi du club et tout. Donc, je dis, bah, moi, je vais attendre. Je suppose que ça va être réparé. Et puis là, lui monte et les gens de l'hôtel, ils ne savaient pas vraiment rien dire. Il y avait une panne de courant parce que ça arrivait même sur les terrains qu'il y ait des pannes de courant. Ok. Bah, la lumière le soir qui s'arrêtait pendant 10 minutes ou les ascenseurs ou quoi. Et donc, eux, ils ne savaient pas trop. Et donc, je dis, OK, je vais attendre, je vais attendre, je vais attendre. Et puis là, après 2 heures d'attente, donc il était 1h15 du matin, ça faisait 2 heures que j'étais dans le lobby de l'hôtel. Mais non. Et ils voulaient me donner une autre chambre, mais je devais prendre un médicament contre la malaria tous les soirs, etc. Et puis, je voulais pas laisser mes Rompre, affaires. rompre le signe indien. Oui, je voulais pas dormir dans une autre chambre. Voilà, Superstition. c'était pas chez. Ouais, honnêtement, j'avais pas envie de dormir dans une autre chambre, donc je dis non merci. Et à la fin, on était 50 quoi, dans le lobby de l'hôtel. Ah ouais. Et à un moment, je dis, ouais, je peux pas passer ma nuit là, quoi. J'ai envie de me reposer. C'est mon seul jour off de la semaine, quasi. Ouais. Il faut que je dorme. Et donc, j'ai pris mes sacs et j'ai monté les 20 étages avec un monsieur de l'hôtel qui m'a aidé. Sympa. Euh, et donc, je suis arrivé dans ma chambre à 1h30 et 2h15 après que je suis rentré du club. Oh la vache. Donc, ça, c'était. Mais bon, c'est des trucs que, par exemple, tu vois pas vraiment en Europe, un truc où pendant 2 heures, tu es bloqué en bas de l'hôtel, c'est quand même rare. Ouais. Et là-bas, ouais, bah, c'est des choses qui arrivent. Donc, sur le moment, ça m'a pas fait rire du tout. Mais maintenant, bah, voilà, La fin. La ça fin fait est belle, partie, donc ça va mieux. ça fait Et, partie un peu du truc. et Et en quart, tu rebats le Tunisien. le Turc, ouais, que Ah, j'avais Turc, joué pardon. Ouais. la semaine avant. Ouais. Et voilà, une belle victoire. En 2-7 cette fois-ci. Ouais, mais très serré. Je suis mené break au deuxième, etc. Donc, c'était vraiment un match compliqué. Et je sentais quand même qu'au fur et à mesure de la semaine, j'avais de moins en moins d'énergie. Ouais. Même après mon jour off que j'avais eu entre le huitième et le quart, ce match-là, je sentais bien que voilà, ça commençait à être compliqué. Il y avait aussi une règle, la hit rule, ça s'appelle que tu as 10 minutes entre le deuxième et le troisième set parce Ok. qu'il faisait trop chaud, même le D'accord. soir. Donc là, on n'en a pas eu besoin, mais en demi, par exemple, on l'a eu, on a eu 10 minutes entre le deuxième et le troisième set. Bah alors demi, justement, tu joues le Ouais, local de l'étape ouais, Koulibaly. Est-ce qu'il y a un supplément d'ambiance dans le public et compagnie? ouais, ce match-là, ça a été le match où il y a eu le plus d'ambiance. Honnêtement, c'était dingue. C'était rempli? Mais ouais, c'était vraiment full, full, full. Ouais. Mais il y avait quand même une partie du public avec moi. J'étais assez surpris. Il y avait déjà une dizaine de Belges, mais il y avait aussi des locaux qui tenaient avec moi. Honnêtement, c'était quasi 50-50 à un moment. Incroyable.
Et donc, ça me faisait plaisir parce que ça voulait dire que les gens s'étaient un peu, entre guillemets, attachés à moi et Ouais. voilà, m'aimaient bien, etc. Voilà, avait bien aimé comment j'avais été pendant la première semaine. Et donc, ce match-là, c'était une ambiance de fou. Et j'ai eu du mal à rentrer dans le match. Il était vraiment très bien. Eliakim, je le connais bien, vu qu'il s'est entraîné en France. Ouais, encore un set à break pour lui. Wow. 6-2, 2-0. Et là, honnêtement, je me disais, bah voilà, j'avais senti que je me sentais moins bien Ouais. tout au long de la semaine voilà, il y avait de moins en moins d'énergie. Lui jouait très bien. Le public, bah, l'aidait quand même aussi. Il avait quand même beaucoup de soutien. Et donc, voilà, là, je chantais. Et puis, à un moment, le match, un peu sans raison, a tourné. J'ai eu le mérite de m'accrocher. Et là, bah, voilà, il me fait un moins bon jeu. Je débreak. Je rebreak pour faire 6-3. Et là, dans le troisième, on fait la petite pause. Et là, dans le troisième set, je suis vraiment revenu conquérant et avec une nouvelle énergie. C'est ce qu'on dit souvent un peu, c'est que quand tu es fatigué, c'est plus la mise en route qui est compliquée qu'à la fin. Ouais. Et là, c'est vrai que je l'ai senti que vraiment, j'étais plus le même joueur au troisième qu'au premier. Ok. Et ça a fait 6 ans, lui a baissé physiquement parce que voilà, je pense que même pour les joueurs africains, locaux qui ont peut-être l'habitude de ces conditions-là, ça restait compliqué. Honnêtement, c'était vraiment très dur. Pourtant, c'est des conditions qui m'ont quand même souvent en Chine, j'avais bien joué. En Australie, bah, je me suis qualifié. C'est le seul grand chelem où je me suis qualifié. Donc, voilà, je sais pas pourquoi, quand il fait chaud, c'est des conditions qui me font assez bien. Ouais. Pourtant, je suis pas très bronzé, je suis pas très, j'ai pas l'habitude du soleil, Pas métis, non? mais donc voilà. Et donc, c'est aussi ça une victoire, je pense, de mon équipe et de moi, c'est d'avoir tenu dans des conditions comme ça pendant 2 semaines, là où des autres ont faibli. Il y a quand même eu pas mal de blessés, de malades, etc. Ah Et ouais. moi, j'ai tenu sur ces 15 jours-là, donc c'est une belle réussite aussi pour mon coach physique et moi pour le travail Bien voilà, le joué. travail en salle, etc. ou sur le terrain. C'est que c'est pas toujours chouette, mais ça paye, donc c'est chouette à voir, quoi. T'as des mecs à cause de la bouffe et tout qui ont pris des grosses intoxications? Ouais, ouais, il y en a eu, il y en a eu. À un moment, on se demandait même s'il n'y a pas une petite épidémie de gastro. Ouais. Donc moi, je n'osais plus dire bonjour à personne. Ou je tordais le poing comme ça, vraiment de loin. Ouais. Mais voilà, moi, ouais, ça me saoulerait tellement d'être malade après avoir fait un tel voyage, etc., que je prenais vraiment. À la fin, je mangeais plus que poulet et j'alternais riz blanc ou pâte blanche avec. Ouais. Il y avait plus de toute variation de nourriture. C'était vraiment la sécurité à tout prix. Et, Planifié. et donc voilà. Et donc, t'es qualifié pour la deuxième finale Ouais. d'affilée, mais même si t'es rôti, avec l'enchaînement des matchs et toute la tension, tout ça, tu dirais qu'il se met quoi en place dans la tête qu'il n'y a pas le reste du temps? Parce que là, c'est quand même très rare d'enchaîner autant de victoires. Mhm. Qu'est-ce qui devient fluide? Qu'est-ce qui fait que, je sais pas, les connexions neuronales, elles sont mieux faites, que les choix sont meilleurs, que la tension, elle est plus basse, que la concentration, elle est plus haute? Comment ça marche à ce moment-là, tu penses, dans la tête? Je pense que les conditions jouent parce que tu es tellement focus sur, entre guillemets, vivre, etc., que tu te poses moins de questions que tu pourrais avoir si tout était facile, tout était fluide dans le tournoi, etc. Et je me demande si voilà, les conditions un peu compliquées font pas que ton seul objectif, c'est un peu de finir le match, de te battre et d'économiser un maximum d'énergie quand c'est possible. Hmm. Et donc peut-être que plein de questions un peu superflues que tu as peut-être d'habitude. Ici, bah, c'est plus vraiment la priorité, quoi. Hmm. La priorité, c'est de finir le match en bonne santé, d'essayer de repartir le lendemain. Et la fatigue en plus du premier tournoi et de l'enchaînement des matchs, bah, tu as encore moins le temps de te poser des questions, etc. Donc je pense que tu arrives un peu dans un truc d'être un peu ouais, dans un tunnel, quoi. C'est un peu jour après jour, match après match. Et puis ce qu'il y a, c'est que vu que j'étais première tête, j'avais quand même cette confiance de me dire, bah voilà, je peux le faire. Que si tu arrives dans un challenge en Europe et que voilà, tu es souvent un peu outsider, etc. Ici, j'avais cette confiance, même si je savais que ça allait être très dur, de me dire, voilà, je peux le faire. Et donc, tout ça l'un dans l'autre et les conditions que j'aimais assez bien, bah, faisait que je pense, voilà, tout s'est mis en place, tout a été assez naturel. Et, et ce que je pense qui a été le plus important, c'est les 2 matchs où j'étais vraiment malmené, dont on a parlé.
Alors qu'avec la fatigue, etc., j'aurais pu dire, bah voilà, j'ai gagné le tournoi d'avant, le pari est bon et voilà, les comptes sont bons. Et là, j'ai le mérite de m'accrocher et de me dire, voilà, je veux plus et j'ai pas envie que ça se termine, etc. Donc ça, je pense que c'est les deux choses les deux matchs où je suis le plus fier, c'est vraiment de m'être battu et d'avoir réussi à faire tourner les choses. Ouais. Mais par rapport aux victoires, je pense que c'était tellement particulier, des conditions difficiles, etc., que ouais, c'était comme si tu réfléchis plus spécialement, tu réfléchis beaucoup moins parce que voilà, tu te sens pas bien, il fait chaud, il y a du bruit, etc. Donc, ouais, c'est vraiment une ambiance différente et des circonstances différentes que d'habitude. Moralité, faut pas trop réfléchir, quoi. C'est facile à dire, mais oui, je pense que ici, ça m'a un peu aidé à me dire, ben voilà, quand tu t'échauffes, parfois en Europe ou quand tu joues un match en Europe, les conditions sont bonnes et tu joues pas bien, tu te dis c'est pas possible, tout est parfait, etc. Hmm. Ben là-bas, tu sens un peu moins bien la balle ou tu es un peu fatigué, etc. Ben en fait, c'est normal. Les conditions sont tellement dures que c'est tout à fait normal, donc tu te poses beaucoup moins de questions. Et voilà, je pense que le mieux, ce serait de reproduire ça le plus souvent possible dans des bonnes conditions, mais c'est pas toujours facile. Et ici, je pense que je me suis un peu préparé à accepter de me sentir moins bien, Ok. alors que j'ai souvent l'habitude d'être un peu intransigeant avec moi-même et d'être assez dur, etc. Et là, je pense que j'ai plus accepté mon niveau et voilà les circonstances, et ça m'a aidé. Et tu t'envoies ce bon vieux Michael Moe en finale, 3 et 4. Solide. L'américain, tu fais quoi? Célébration particulière? Comment? Non, pas. Il y avait beaucoup plus de Belges ce soir-là, en finale, Ok. Des expats, dont j'imagine. ouais, des expats là-bas, dont l'ambassadrice de Belgique en Côte d'Ivoire. Ah, exceptionnel. Donc ça, c'était vraiment chouette qu'elle soit là. Ouais. Après la finale, on a fait la remise de prix, elle était là, puis elle est partie, mais on est resté avec tous les autres Belges, boire un verre, profiter un peu. Énorme. Et on est resté dans le petit cercle entre le mall, le club et l'hôtel, mais on a quand même fêté ça et c'était très chouette. Et j'ai profité du moment parce que j'ai pas non plus envie de faire un truc complètement fou et voilà, que tu te souviennes plus de ce qui s'est passé, des trucs comme ça. C'est pas trop ce que j'avais envie. Euh, donc, euh, donc, euh, Hangover. Dit hangover. Je me suis donc, euh, réveillé avec un tigre, j'ai pas compris, putain. donc, je voulais pas de mauvaise surprise. Donc, ouais, on a profité et c'était vraiment chouette et c'est des souvenirs incroyables, quoi. Ça va rester 15 jours assez fou. Et j'ai senti qu'avant la finale, c'était la première fois de la deuxième semaine où vraiment je me suis dit, ouais, je me sens mieux et là, c'est le dernier match, on va tout donner. Alors que les autres matchs, je me sentais fatigué et le fait d'avoir encore plusieurs matchs pour y aller jusqu'à gagner le tournoi, bah, faisait un peu que j'envisageais pas vraiment ça. Et Ouais. une fois que je suis arrivé en finale, j'ai senti qu'il y avait un petit déclic où je me suis dit, voilà, là, c'est vraiment possible. Il me reste un match, je sais que je peux le faire. Et la finale, voilà, j'ai très bien joué. Il y a une interruption à 6-4-5-3 pour moi, donc ça n'a pas été facile à gérer quand même. Ouais. Tu es un jeton qui est en challenger, etc. Et donc je reviens, ça fait 5-4 pour lui. Je suis mené 0-40 sur mon service. Donc je perds les 6 premiers points après la reprise. Donc c'était pas idéal. Mais finalement, je gagne les 5 points après. Et non, c'était dingue, quoi. Énorme. Et, euh, et c'était un sentiment vraiment différent de la première semaine. La première semaine, c'était tellement. Ouais, c'était fort, quoi. Et vraiment une délivrance que la deuxième, bah, c'était plus l'exploit physique et d'avoir tenu, d'avoir répété ce que j'avais fait, qui était vraiment une satisfaction, une fierté, quoi. Bravo. Énorme. Petit jour de tourisme quand même sur place ou Côte d'Ivoire, on a absolument rien vu à part le mall et les cours de tennis? Si on a visité une tour qui est en construction, la plus grande tour d'Afrique qui est en construction. On partait début d'après-midi, donc on n'a pas pu faire grand-chose. Vu qu'on avait quand même été dormir tard la veille, euh, il n'y avait pas un grand laps de temps pour visiter. Donc voilà, c'est sûr que on n'est pas vraiment sorti de l'hôtel, mais c'était un bon problème, donc j'étais assez occupé, heureusement. Et donc voilà, ce sera pour une prochaine fois. Ok. Quelques questions qui s'enchaînent. Mhm. Si tu arrives à m'envoyer des réponses un peu en mode sniper, Ouais. et puis on termine là-dessus. Le joueur le plus fort que t'aies joué, où tu t'es dit là, ok, c'est un autre sport. Mhm. Difficile ça. J'ai joué une fois Rudolf Molleker à Amersfoort, quand Ouais. c'était encore Amersfoort, et honnêtement, il avait un revers exceptionnel.
J'ai pris 2 et 2. Honnêtement, il y avait pas de match. J'ai même pas fait un mauvais match. Je pouvais rien faire. Non, même quand j'ai joué David ou Hugo Humbert ou quoi, j'avais pas ressenti ça. Alors, je sais pas s'il était dans un jour exceptionnel ou quoi, mais il y avait pas Ça rien peut. à faire. Ouais. Combien te coûte ta saison? En tout, 175 000 euros. 175? Ouais, 175 000 euros. Putain, ouais, c'est un bon billet. Ouais, ouais. Il te reste combien à la fin de l'année, tu dirais? Ça dépend, mais bon, ici, vu que j'ai un grand chelem en moins et qu'au premier, j'ai fait premier tour des qualifs et que je vais pas jouer Roland, c'est dur d'être en bénéfice, quoi. Ouais. Le pire voyage pour un tournoi, c'est dans quel pays? Je pense que ce sera un pays de l'Est. J'ai déjà fait une fois Roumanie, etc. C'est pas des pays méga chouettes. Enfin, en tout cas, de là où ce que j'ai vu, c'était pas dingue. Parce C'est que pas même dingue. des pays comme ici, là, Côte d'Ivoire, j'ai déjà fait le Zimbabwe aussi en junior. Ouais, C'est pas le grand luxe, mais voilà, tu t'y sens quand même bien, quoi. ouais. Donc c'est ça qui est important aussi, plus que le luxe. Ouais. Le service le plus injouable que t'es retourné? Bah, le seul match en Grand Chelem que j'ai fait, c'était contre Opelka, donc je vais dire Opelka. Le joueur qui frappe le plus fort, selon toi? Bah, ça doit être Jodar, on en parle beaucoup. J'ai jamais joué contre lui, mais de ce que j'ai vu à la télé et de ce que j'entends, ça a l'air assez dingue. Ça envoie plus que Fonseca? Fonseca, Ouais, peut-être pas en coup droit, mais en plus ils se sont joués la semaine passée. ouais. Ouais, moi de ce que j'ai vu, c'était vraiment impressionnant. Il met des roustes à tout le monde, donc ouais, j'ai l'impression que c'est vraiment fort. Le plus gros pétage de câble que t'aies vu en tournoi? J'ai vu des trucs, mais rien de dingue. Là, je pensais plus à Karen Busta, là, contre Nishikori en Australie, où il lance son sac, etc. Euh, Ça, je pense, c'est le plus gros truc que j'ai vu à la TV. Mais en vrai, j'ai pas de. Bon, j'ai déjà vu des mecs péter leur raquette et tout, mais j'ai jamais rien vu de vraiment scandaleux. Le top 100 qui pourrait être footballeur tellement il est athlétique. Tu dirais que c'est qui? Raph, franchement, il joue bien au foot et il a tellement des grandes jambes, etc., que j'ai l'impression de jamais pouvoir le passer. Raph Donc, Collignon? ouais, je pense que de ce que je connais, lui, c'est peut-être le mec qui est le plus ennuyant à jouer. 15-1, tu vois ce que c'est comme classement ou pas? Ouais, Est-ce qu'un joueur millième mondial est plus proche du top 3 ou de 15-1? je pense quand même, enfin, proche du top 3 il est quand même encore loin, mais je pense que ça ressemble plus à un joueur du top 3 qu'à 15 ans. C'est Avec vrai. tout le respect que j'ai pour les 15 ans. Je sais que t'en as aucun, fais pas genre. Ton frère, il joue encore au tennis, le grand frère? Non, il est coach à la Fédé de tennis ici à Mons, Ah ouais, il est là, il pèse le mec. pour les jeunes. Ouais. Comment il s'appelle? Julien. On l'embrasse. Combien de balles tu frappes par semaine? Là, j'en ai tapé beaucoup pendant quelques jours, mais disons que tu dois en taper combien par jour? Peut-être 1000. Ouais, tu dois être, à mon avis, à 5000 par semaine, non? Possible, j'en ai aucune idée. C'est dur de dire, mais bon, tu fais déjà un échange, tu tapes 30-40 fois. Ouais, à mon avis, on doit pas être loin, hein. Le truc le plus sous-estimé pour être pro. Je pense le travail. On voit à la télé les beaux tournois, les trucs, etc. Mais ça demande tellement de travail tous les jours que ouais, je pense que tu peux pas, et comme on disait au début du podcast, sans travail, tu peux pas y arriver. Ça, c'est sûr. Sauf les tout meilleurs, certains qui sont vraiment au-dessus du lot. Mais si tu veux arriver, faut bosser dur. T'as un prépa mental? J'avais, mais j'ai plus. J'ai arrêté. C'était prévu normalement que je recommence ici, que je Ouais. retrouve quelqu'un. À la période où ça allait pas, j'avais dit que maintenant, une fois que ça a bien recommencé, etc., j'avais pas envie de couper un peu l'élan. Et voilà, mais je vais recommencer, je veux recommencer et pas me dire, voilà, tout va bien et il n'y a plus de problème. Voilà, je veux m'améliorer sur tous les points, je veux plus, comme je disais. Et donc, c'est quelque chose de super important qui m'aide beaucoup. Et, même si j'ai arrêté, ça m'avait beaucoup aidé. Et donc, je vais recommencer parce que c'est important. À quel classement ATP on commence à vraiment bien gagner sa vie? Dans les 150, quand tu commences à quand même te qualifier souvent en Grand Chelem, etc., tu commences à bien gagner. Ouais, ça dépend aussi des coachs, de où tu t'entraînes, combien de fois tu pars avec ton coach à l'étranger, etc. Des impôts? Et ouais, donc ouais, je pense que dans le top 100, là, il y a plus trop de problèmes. Et dans les 150, ça va bien aussi. Mais bon, tout dépend. Aussi, l'argent que tu gagnes, souvent, ils le réinvestissent. Ouais. T'ajoutes un mec à ton équipe, etc. Donc, c'est toujours un peu subjectif, mais
Mais ouais, je pense qu'une fois que tu es dans les grands chelems, ça devient intéressant. Et une fois que tu te rapproches du top 100, bah là, c'est beaucoup mieux encore. Le plus gros sacrifice pour devenir joueur pro, tu dirais que c'est quoi? Bah, sacrifier les moments en famille, je vais dire. Parce que aussi, même si tu prends une semaine de congé ou d'entraînement, le prochain tournoi, tu dois quand même partir le samedi. Donc en fait, même si tu as une semaine de congé, t'es pas là le week-end. Ouais. Donc les seuls week-ends où tu es là, c'est quand soit tu as 15 jours de repos, ou soit tu as perdu tôt au tournoi et tu es revenu avant le week-end, mais tu n'avais rien su prévoir parce que tu vas pas prévoir quelque chose quand tu es censé être en tournoi. Donc, euh, donc ouais, c'est toujours un peu difficile de planifier des trucs privés ou même des rendez-vous, des trucs comme ça. Des dates. C'est encore autre chose. Je pensais faire une petite demi-heure. Merci Gauthier d'avoir été généreux dans les échanges. Avec plaisir. Bamos pour la suite. On lâche pas. J'ai hâte de te revoir jouer. Et à la prochaine. Hein. Le Un GOAT. grand merci. Avec plaisir. Allez, Salut. bye mec. Prends soin de toi. Salut. Ciao, ciao.